Le monde regorge d'innombrables carrières, mais rares sont celles qui vous sont réellement accessibles. Même, pour un acharné comme Chris, la vie à laquelle il aspire demeure un fantasme lointain. Tout le monde ne peut pas espérer franchir la ligne d'arrivée à la sueur de son front. Au final, tout est déjà scellé par vos origines. Chaque fois que Chris passe devant la boutique d'équipement, son regard s'y attarde, dévorant des yeux les pièces d'armure. Il rêve au jour où il pourra lui aussi en revêtir une, sortant son carnet pour consigner méticuleusement leurs secrets. Il y analyse avec une précision d'orfèvre les statistiques offertes par chaque pièce. C'est alors qu'un homme nommé Lucas fit son entrée dans la boutique, flanqué de son majordome. La vendeuse s'empressa de les accueillir chaleureusement, mentionnant leurs toutes dernières acquisitions. Tandis qu'elle parlait, Chris se déplaçait pour inspecter les autres modèles. Alors qu'il passait, près de lui, Lucas remarqua sa présence et le dévisagea avec mépris. Il demanda s'il s'agissait d'un journaliste, ce à quoi la vendeuse répondit qu'il n'était qu'un client fidèle. Son attention désormais piquée au vif, Lucas s'avança vers Chris. Il activa sa compétence d'introspection, révélant son dérisoire niveau 3. Il lui demanda alors ce qu'il pouvait bien noter avec tant d'application. En voyant qu'il recensait les avantages et les inconvénients des différents équipements, il se lança dans une diatribe virulente à son encontre. Chris était totalement décontenancé. Pourquoi cet homme le prenait-il soudainement à partie sans aucune raison? Se disant que la prudence était de mise, il présenta ses excuses. Mais Chris fut glacé d'effroi lorsque l'homme posa une main sur son épaule. Par pur réflexe, il repoussa vivement le bras de Lucas. L'homme interpréta mal ce geste et entra dans une rage folle. Il ignorait que Chris souffrait d'une violente réaction allergique au contact de l'énergie magique. Lucas matérialisa son gantelet et, poing serré, arma un coup dévastateur qui atterrit en plein dans l'estomac de Chris. Ce dernier s'effondra au sol, plié de douleur, tandis que Lucas continuait de l'humilier. La vendeuse se précipita pour lui demander s'il allait bien, ce à quoi il répondit par l'affirmative, tout en essayant de masquer son nez en sang. Lucas le menaça alors de le tuer s'il le croisait à nouveau. Chris quitta les lieux précipitamment, sous le regard inquiet de l'employé. Une fois dehors, la cruelle vérité éclata au grand jour, il était un aventurier sans classe, un paria. Un jour, des failles dimensionnelles avaient déchiré le voile de la réalité partout sur Terre. Au fil du temps, le flot de monstres qui en émergeait n'avait cessé de croître. Seuls les aventuriers, dotés de pouvoirs singuliers, étaient capables de les terrasser. Les gens ordinaires obtenaient leur classe d'aventuriers, en abattant leur tout premier monstre. Le processus s'apparentait à un tirage au sort cosmique, une récompense aléatoire dans le grand jeu de la vie. Mais lorsque le tour de Chris est venu, le sort ne lui a attribué aucune profession. L'arène des aventuriers est une industrie impitoyable et les sans grade comme lui n'était que du gibier dans cette chasse effrénée aux ressources. Quelque part, dans un dédale de bâtiments à l'abandon, on pouvait voir plusieurs aventuriers de rang moyen qui attendaient des renforts. Parmi eux se tenait Chris, qui s'étonnait de voir autant de combattants avoisinant le niveau 20. Soudain, il aperçut deux visages familiers qui l'interpellaient. C'était son oncle Zen, ainsi que Charles et Yuri, en pleine préparation, se lancer à l'assaut du donjon. Chris, flairant un butin particulier, a consulté ses notes. C'est à ce moment précis que Kia, une soigneuse de niveau 6, est venue saluer leur groupe. Intriguée, elle lui a demandé pourquoi il prenait des notes, ce à quoi il a juste répondu que ça pourrait servir. Mais elle a rétorqué, à quoi bon, alors que tu n'auras jamais la moindre chance de toucher au butin? Pourtant, Chris était convaincu que ses écrits étaient son meilleur atout pour rester en vie. Le regard de Chris et Kia s'est alors figé sur la porte du donjon qui s'ouvrait. La silhouette qui en est sortie n'était autre que celle de Lucas, le fameux aventurier de tout à l'heure. Il a dissipé son aura et a lancé à la cantonade que la fête pouvait commencer. Chris l'a immédiatement identifié et s'est demandé ce qu'il fabriquait ici. Lucas s'est alors tourné vers son homme de main, lui ordonnant de sélectionner son arsenal dans l'entrepôt. En balayant la foule du regard, son œil a accroché une silhouette qu'il connaissait trop bien. Au même moment, Chris a tenté de se fondre dans la masse pour lui échapper, mais c'était peine perdue. La main de Lucas s'était déjà abattue sur son épaule. Il lui a alors susurré une menace, lui reprochant de ne pas avoir pris ses avertissements au sérieux la dernière fois. Mais cette fois, Chris a trouvé le courage de riposter, dégageant sa poigne de son épaule. Une veine a palpité sur la tempe de Lucas, trahissant sa fureur grandissante. Il a saisi Chris par la tête avant de lui envoyer un coup de genou dévastateur en plein dans l'estomac. Puis, il a fait jaillir d'immenses flammes de sa paume, lui promettant une fin certaine. C'est en le voyant manifester des
Signe d'allergie à son contact qu'il a enfin pigé ce qui se passait. Fou de rage, il a redirigé ses flammes droit vers le ciel. La sphère de feu destructrice a enflé sous les yeux médusés des spectateurs. Elle fut suivie d'une déflagration assourdissante qui a semé la panique. Un agent de la sécurité l'a immédiatement interpellé, ce à quoi il a rétorqué que ce n'était qu'une petite farce. Il s'est ensuite moqué de Chris, le traitant de pauvre type allergique à la magie. Serrant les mâchoires, Chris n'a pu qu'encaisser ses provocations en silence. Kia s'est aussitôt précipité pour voir comment allait Chris. Pendant ce temps, les sbires de Lucas ricanaient, amusés par le petit numéro de leur chef. Lucas s'est alors tourné vers eux, leur confiant une mission spéciale. Le spectacle terminé, tout le monde a reçu l'ordre de s'aligner pour pénétrer dans le donjon. Kia a demandé à Chris comment il se sentait, ce à quoi il a répondu que ça pouvait aller. Le portail, qui menait à un autre monde, crachait continuellement une puissante énergie magique. C'est un donjon de bas niveau, et la mission de Chris se limite à collecter des minerais. Le portail ne se refermera qu'une fois leur tâche accomplie, mais le butin du donjon et la récompense du boss ne sont pas pour eux. Tandis que Chris franchissait le portail, il a dû serrer les dents pour supporter la douleur. Finalement, ils ont débouché à l'intérieur de la tour de l'oubli. Chris avait bien passé la porte du donjon, mais l'exposition à une telle concentration de magie a violemment déclenché sa réaction allergique. Il a porté la main à sa poitrine, du sang commençant à couler, avant de s'effondrer à genoux. Kia et quelques autres aventuriers se sont immédiatement inquiétés pour lui. En le voyant dans cet état, les autres murmuraient sur sa condition, la jugeant aussi rare que pathétique. Chris ne pouvait qu'endurer en silence la douleur et leur messe basse. Peu après leur arrivée, l'ordre de se mettre en route a retenti. Kia, elle balaya la caverne du regard, se demandant où Chris avait bien pu filer. Elle l'aperçut alors, s'acharnant sur la roche avec une énergie surprenante. Les autres aventuriers, perplexes, se demandaient comment il pouvait s'acharner ainsi à la tâche, lui qui venait de cracher du sang. En réalité, son mal était tristement célèbre, le syndrome de l'aventurier déchu. Une affliction aussi rare qu'une classe secrète obtenue lors de l'éveil. Le corps des victimes rejette violemment le mana des aventuriers, déclenchant des réactions cataclysmiques. Nombreux étaient ceux qui, atteints de ce mal, avaient péri brutalement en plein combat. Voilà pourquoi ils ne pouvaient jamais prétendre à la profession qui leur était destinée. Chris, lui, continuait de marteler la roche sans relâche avec sa pioche. Incapable de se battre, il ne pouvait compter que sur les maigres points d'expérience glanés en minant pour espérer progresser. Sa condition pouvait être soignée à l'étranger, mais le coût du traitement était exorbitant. Il plongea alors la main dans sa poche, en sortant une annonce de recrutement pour un poste de conseiller stratégique. Il serra le papier dans sa main, prenant une profonde inspiration, le regard durci par la détermination. Il redeviendrait un aventurier. Peu après, le groupe arriva à son dernier chargement. Chris rassembla les minerais, prêt à lever le camp. C'est alors qu'il jeta un regard devant lui, saisi par une étrange sensation. Il aperçut au loin la tour de la salle du boss et perçut une fluctuation de mana qui en émanait. Mais sa surprise fut totale lorsqu'il distingua non pas une, mais deux tours. Soudain, une attaque fusa dans son dos. Alors qu'il s'effondrait au sol, les sbires de Lucas apparurent, un sourire narquois aux lèvres, venus pour lui régler son compte. Chris serra les dents, l'image de Lucas fulgurant dans son esprit. Pourquoi s'en prenait-il à lui? Pressant sa blessure, il entendit les railleries. Un des hommes ricana qu'ils étaient venus l'aider à guérir de son allergie à la magie. Chris se demanda si sa simple existence était un péché aux yeux de Lucas, pour haïr à ce point un aventurier si insignifiant. Se relevant péniblement, il vit le regard inquiet de Kia et des autres. Le sbire, goguenard, promit de lui réserver un sortilège de haut rang, pour l'expédier en un seul coup. Chris serra les mâchoires, un sourire amer aux lèvres. Il comprit enfin le sens des mots de Lucas. C'était ça, son aide. Il croisa leur regard plein de mépris, se demandant ce que ces brutes pouvaient bien savoir de lui. La frustration le submergea, de voir ces imbéciles jouer les dieux. Au même moment, dans une voiture luxueuse, la voix de Lucas résonnait. Il affirmait que les déchets devaient simplement être éliminés, et que leur disparition passerait totalement inaperçue. Il était persuadé que son plan de nettoyage se déroulerait sans accroc. L'idée que personne ne sortirait vivant de ce donjon le comblait de joie. Après tout, ce monde n'appartient qu'aux puissants. De retour dans le donjon, les sbires déclenchèrent enfin une attaque dévastatrice, visant à tous les anéantir. Chris parvint par chance à esquiver l'assaut mortel. Il serra les dents. Ce n'était qu'une simple boule de feu. Un sort de base. Il comprit que ces crapules voulaient seulement jouer avec lui avant le coup de grâce. Il reprit sa course, mais une autre attaque lui barra la route.
Une violente explosion retentit, projetant une pluie de roches et de débris. Le sbire grinça des dents, ravi que son attaque ait enfin atteint sa cible. Mais de la fumée émergea la silhouette de Chris, couvert de poussière, d'éclairs azur. Refusant une fin aussi pathétique, il se prépare à déchaîner un sort pour riposter. Son adversaire, l'observant d'un œil de faucon, sentit le danger monter en voyant Chris canaliser son énergie. Mais la moindre parcelle de magie sollicitée lui déchire le cœur, plongeant Chris dans une agonie indescriptible. La douleur le foudroie, il s'écroule au sol, son sort inachevé. Serrant les dents, il subit l'ultime humiliation quand son ennemi lui écrase la tête. Puis, la lame s'enfonça, sans une once de pitié, accompagnée de paroles méprisantes. Une quinte de toux sanglante le secoua, mais il tenait bon. Il s'accrochait, malgré la douleur insoutenable qui annonçait sa fin. Pourquoi devait-il partir ainsi, si impuissant? Ces questions le hantaient tandis que sa conscience s'effilochait. Une dernière pensée le traversa. Pourquoi eux avaient-ils le droit de décider de sa vie? C'est alors qu'une notification système retentit, anomalie détectée dans le donjon. Le boss final venait d'être remplacé par une entité de difficulté infernale. La tour se mit à vibrer, libérant une pression écrasante. Le sol lui-même semblait trembler de peur face à l'arrivée de cette puissance. Son agresseur n'eut qu'un instant pour entrevoir le coup qui allait le faucher, sans la moindre chance d'esquiver cette silhouette énigmatique. Et tandis que sa propre conscience s'évanouissait, Chris crut voir une hallucination. Pour lui, c'étaient deux divinités de la mort, venues le chercher. En réalité, il s'agissait des faucheurs d'âmes, l'impermanence noire et blanche. Un instant plus tard, Chris se réveilla dans un néant infini. Il se demandait où il avait bien pu atterrir. Une voix mécanique annonça « Détection de l'entrée du joueur dans un espace non répertorié ». Surpris par cette voix désincarnée, il chercha sa source du regard et tomba sur un petit artefact posé juste devant lui. Intrigué, il l'examina, se demandant ce que ça pouvait bien être. Supposant que la voix venait de là, il tendit la main pour explorer l'intérieur de l'objet. À sa grande surprise, quelque chose lui pinça vivement les doigts. L'objet se métamorphosa en un pinceau qui le tensa vertement pour son impolitesse, avant de lui demander si c'était bien lui qui avait activé le système. Chris s'étonna du vide ambiant, mais le pinceau ricana, en total désaccord. Après tout, la porte des enfers est juste là, sous tes pieds, lui lança-t-il. Le visage de Chris blêmit, l'effroi le saisissant alors qu'il comprenait. L'espace tout entier se mit à vibrer violemment. Le pinceau venait de lui confirmer l'impensable, il était mort, pour Chris, c'était tout simplement impossible. Il ne pouvait pas accepter cette finalité. Ses derniers souvenirs affluèrent, le combat désespéré contre son ennemi, la botte écrasant son visage, le goût du sang dans sa bouche. Il revoyait la lueur cruelle dans les yeux de celui qui l'avait achevé. Au cœur du donjon. La terreur de ces instants le submergea à nouveau, et un cri d'agonie pure s'échappa de sa gorge, un cri de pur désespoir face à son destin. Le pinceau, imperturbable, le gronda pour avoir troublé l'ordre public. Chris sanglota qu'il voulait seulement guérir de sa maladie, qu'il rêvait de devenir un aventurier. Constatant son désarroi, le pinceau lui offrit un réconfort bien étrange, lui assurant que la vie, de toute façon, était surcotée. Il ajouta qu'il était temps d'arrêter de se lamenter, car il devait procéder à son enregistrement. Sur ce, les portes des enfers s'entr'ouvrirent. Lentement, majestueusement. « Allez, suis-moi » ordonna le pinceau. Chris demanda, la voix tremblante, ce qu'il attendait maintenant. Le pinceau fit remarquer qu'il acceptait finalement son sort avec une rapidité surprenante. Alors qu'ils approchaient de leur destination, Chris se demandait pourquoi tout était si plongé dans le noir, quand soudain, des torches s'embrasèrent d'elles-mêmes sur leur passage, révélant l'endroit. Il comprit alors que cette salle immense était en réalité un terrain d'épreuve pour les défunts. Il contempla la scène avec un mélange de crainte et d'admiration, ce qui lui valut un commentaire moqueur du pinceau, le traitant de pékéno. Tout à coup, Chris sentit une présence derrière lui, pivota sur ses talons. Ses yeux s'écarquillèrent devant la silhouette colossale d'un homme en tenue royale. Le pinceau l'avertit de montrer du respect pour la dépouille du roi Yama. Constatant son ignorance totale, le pinceau le sermonna en lui expliquant enfin de qui il s'agissait. Apparemment, les âmes des défunts convergent ici, dans le monde souterrain, pour leur jugement final. Ceux qui ont mal agi sont condamnés aux abysses pour un châtiment éternel. Et le roi Yama est l'unique arbitre, le seul à pouvoir les juger en tant que souverain de ce royaume des ombres. Chris se souvint alors d'une vieille légende, celle d'un dieu qui inscrit le destin et la durée de vie de chaque mortel. La réalisation le frappa de plein fouet, et il demanda, paniqué, comment le grand Yama avait bien pu mourir. Face à son scepticisme, le pinceau lui indiqua d'un geste les inscriptions murales.
Chris porta son regard dessus, perplexe, se demandant ce que ces gravures pouvaient bien raconter. Il trouva curieux de ne pas reconnaître cette langue ancienne, et pourtant, il parvenait à la déchiffrer. Il comprit que ces gravures étaient des archives historiques. Il remarqua aussi que les dégâts sur le côté provenaient d'une fresque murale abîmée. Il fut stupéfait de constater qu'elle dépeignait le roi Yama en plein combat contre un adversaire inconnu. Il distingua d'autres scènes plus confuses à proximité, mais en les recoupant avec le texte, l'histoire générale devenait limpide. Yama a été vaincu, décapité, et sa dépouille fut inhumée en ce lieu même. Le mur entier suintait de ses accusations et de son ressentiment envers son mystérieux ennemi. Tout s'éclaira. Dans son esprit, il s'agissait d'une guerre entre les maîtres de ce monde. C'est alors que le système lui présenta une nouvelle mission. Retrouver la véritable tête de Yama. C'était donc ça, l'épreuve dont parlait le pinceau, celle qui lui permettrait de revenir à la vie une fois accomplie. Sa surprise fut totale quand le pinceau lui apprit qu'il n'était en fait qu'à moitié mort. L'agacement de Chris était tel qu'il fit taire le pinceau d'un petit coup sec avant de consulter les détails de la mission. Il pesa le pour et le contre, analysant sa situation précaire. Mais, en voyant la récompense, un remède capable de guérir sa maladie, la tentation fut trop forte. Il cliqua sur oui, et accepta la quête. À l'instant où il accepta, des dizaines de têtes apparurent, flottant dans les airs. Elles se mirent toutes à le fixer avec des expressions macabres. Mais à sa grande stupeur, encore plus de têtes surgirent de nulle part, l'encerclant complètement. Il balaya la scène du regard, totalement déconcerté, se demandant ce que signifiait ce balai de têtes. L'épreuve était lancée, une seule de ces têtes était l'original. Mais il y en avait une quantité innombrable, et il n'avait aucune idée de comment trouver la bonne. Le pinceau ricana, lui disant que ça ne s'appellerait pas une épreuve si c'était du gâteau. Face à l'évidence, Chris n'eut d'autre choix que de commencer à les inspecter, une par une. Réalisant que cela pourrait lui prendre une éternité, il se mit en quête d'indices, mais il ne trouva aucune piste évidente, les règles du jeu semblaient dissimulées. C'est là qu'il eut une illumination, l'indice devait se trouver dans le texte mural. En y reportant son attention, il comprit instantanément ce qu'il devait chercher. Il ne perdit pas une seconde et plongea les mains dans la marée de têtes flottant devant lui. Le pinceau, curieux, n'arrêtait pas de le harceler pour connaître son secret, mais Chris l'ignora superbement, entièrement concentré sur sa recherche. Le pinceau le nargua même, prétendant connaître la réponse et pouvoir lui prêter main forte. C'est là qu'il a enfin mis la main sur la bonne tête, poussant une exclamation de joie. Le visage qu'il tenait correspondait en tout point à la gravure, un faciès barré d'une large balafre. Il s'est alors tourné vers le pinceau pour l'interroger, mais ce dernier s'est contenté de reculer. Perplexe, il se demandait pourquoi, quand il remarqua l'œil de la tête qui luisait d'une lueur violacée. C'est à cet instant précis qu'il a compris ce qui se tramait. La tête a explosé avec une force inouïe. Juste à son nez, Chris a serré les dents, projeté en arrière dans l'amas de crâne derrière lui. Le pinceau prit la parole avec une fausse compassion, le plaignant d'avoir choisi la mauvaise réponse. Pourtant, Chris était persuadé d'avoir correctement déchiffré l'énigme. Il se demandait donc où était l'erreur. Se relevant, il supposa qu'il devait exister une autre condition à remplir. Le pinceau, toujours aussi moqueur, lui annonça qu'il allait lui confier un secret. L'épreuve est limitée dans le temps, avant que l'impermanence noire et blanche ne vienne purger les intrus. Son trépas a enclenché le système, qui s'est mis en marche selon un protocole bien défini. L'impermanence noire et blanche sont des gardiens, programmés pour éliminer celui qui a ôté la vie au joueur, ce qui veut dire que tout le monde, y compris ses amis, serait liquidé par ce duo infernal. L'angoisse le saisit pour les autres. En songeant à eux, il comprit qu'il devait faire vite et, pour dénicher la solution, il se mit à fouiller avec une frénésie nouvelle, dans la pile de têtes devant lui. Après tout, la vie de tous ses camarades était en jeu. Les têtes giclaient de part et d'autre tandis qu'il continuait de creuser dans la montagne de crânes. C'est là qu'il aperçut, au loin, un visage qui lui était familier. Il bondit aussitôt pour attraper cette fameuse tête. Il parvint à peine à l'effleurer du bout des doigts, mais il s'acharna, mu par la détermination. Cependant, d'autres têtes près de lui détonnèrent avant qu'il ne puisse l'atteindre. Les crânes furent projetés dans un chaos total et celle de Yamase fut propulsée encore plus loin. Chris tendit désespérément les mains, tentant d'agripper la tête de Yamase, mais il fut lentement enseveli sous la pile. Un instant plus tard, il reprit conscience brutalement, se demandant s'il avait perdu connaissance.
Le pinceau lui révéla qu'il était dans les vapes depuis environ 20 minutes. La cause de l'explosion, c'est qu'il avait déclenché un piège. En apprenant qu'il ne lui restait plus que 2 minutes, il resta abasourdi. Mais le choc se mua peu à peu en un sourire, puis en un rire incontrôlable. Face à cette scène, le pinceau se demanda pourquoi il avait soudainement pété les plombs. Chris accepta l'idée que tout ceci n'était qu'une sinistre farce. Il savait que c'était comme dans les guides de stratégie en ligne, où des donjons tordus s'amusent à manipuler l'esprit des joueurs. Les règles de ces lieux donnent constamment aux gens un mélange d'espoir et de désespoir, torturant leur mental. Le pinceau parut pris de panique en voyant que Chris avait jeté l'éponge. Ce dernier avait compris que ce donjon ne faisait que se payer sa tête. C'était comme si un démon se délectait du spectacle derrière le portail. Chris se dit qu'il avait stupidement cru qu'il s'agissait de sa seconde. Oh chance! Il lança alors un regard glacial au pinceau, lui demandant s'il trouvait ça drôle. Puis il se détourna, ajoutant que ça ne le regardait plus. Le pinceau, quant à lui, s'agitait frénétiquement dans tous les sens. Excédé, il hurla soudainement de faire gaffe. En voyant ce manège, Chris se demanda ce qu'il pouvait bien raconter. Tout à coup, il a capté un truc. Les innombrables têtes de l'épreuve flottaient dans tous les sens. Dans cette salle, les crânes lévitaient comme en apesanteur avant de retomber lourdement. Il a donné un petit coup sur l'une d'elles, se disant que ça ressemblait à un bâton qu'on agite dans l'eau. Et là, l'illumination. Les mots lui sont revenus en tête, le sens caché lui a sauté aux yeux. Il s'est souvenu des inscriptions gravées sur les murs, piguant enfin le truc pour réussir ce test tordu. Il savait pertinemment que jouer à la devinette ne mènerait nulle part. Alors, il a décidé de tenter le coup. Il a levé le nez, scannant la position des têtes, y compris celle du pinceau. Il a ensuite levé la main, prêt à remettre ça. D'un geste, il a projeté la tête vers le pinceau, pour retenter sa chance. S'il avait vu juste, un truc allait forcément se produire. En voyant la tête lui passer à travers comme un fantôme, le pinceau s'est demandé ce qui se tramait. Elle a esquivé de justesse le crâne qui a failli la percuter, hurlant avec colère ce qui lui prenait. Se tournant brusquement vers lui, elle lui a balancé « T'as encore fait quoi ?» Ce à quoi il a répondu par un air innocent. Le pinceau s'est dit qu'elle ne pouvait pas laisser Chris faire son malin comme ça, sinon il finirait par tout piger tôt. Tard. Elle lui a lancé de laisser tomber et d'espérer une meilleure réincarnation. Surpris, il a rétorqué pourquoi elle lui parlait si gentiment tout d'un coup. En voyant la panique dans les yeux du pinceau, Chris a eu la certitude d'avoir mis dans le mille. Les inscriptions et les fresques murales étaient des indices majeurs, mais il y avait un autre détail capital pour résoudre cette énigme, la notification du système au tout début, précisant qu'il s'agissait d'une mission en solo. Au départ, il croyait que c'était juste une sécurité pour que personne ne vienne déranger la dépouille du roi Yama. Mais il a ensuite compris que la véritable tête était en fait toujours collée derrière celui qui résout l'épreuve, changeant de place selon ses déplacements. Mais même en connaissant la position de la bonne tête, il restait une dernière étape à franchir. Il s'est alors retourné, faisant sursauter le pinceau. La question était, comment récupérer ce crâne fixé dans son dos pour le mettre sur le corps? Il a vite compris que grimper ne servirait à rien. Il s'est souvenu de la mention d'un « vieil ami » dans les textes. Peut-être que la solution était liée à ça. Il a continué de se creuser les méninges pour résoudre le casse-tête pendant que le pinceau s'agitait dans tous les sens. Soudain, Chris a planté son regard dans celui du pinceau, déstabilisant complètement ce dernier qui lui a demandé pourquoi il l'a fixé comme ça. Et c'est là qu'il a enfin pigé. La seule chose que l'ennemi ne ferait jamais, c'était faire preuve de courtoisie. Il s'est approché du corps de Yama, et le pinceau s'est demandé quel nouveau tour il allait encore sortir. Il a joint ses mains, a baissé les yeux, le visage grave, prêt à tester la solution qu'il venait de trouver. Au moment où il inclinait la tête, le crâne du roi dans son dos s'est mis à glisser doucement vers son propre corps. Mais un instant plus tard, il s'est demandé pourquoi rien ne se produisait. En relevant les yeux, il a vu, stupéfait, que la tête s'était posée sur son chapeau à la place. Il a alors compris, Yama est le seigneur des enfers, et un simple signe de tête ne suffit pas. Il fallait s'incliner profondément devant lui. Ayant compris la leçon, il s'est agenouillé devant la dépouille du roi. Il s'est alors prosterné, la tête touchant presque le sol. Cet acte ultime de respect et de soumission a finalement fonctionné, ramenant la tête de Yama sur son propre corps. Une puissante énergie pourpre a crépité au moment où la tête s'est remise en place. Le crâne du le roi Yamaha rouvrit les yeux, son regard perçant fixé droit devant,
alors qu'une aura menaçante émanait de lui. Système l'a aussitôt félicité pour avoir réussi l'épreuve. En guise de récompense, la soupe Mengpo lui fut offerte, et Chris sentit une magie surpuissante déferler dans ses veines. Un sourire se dessina sur son visage, soulagé de voir que sa maladie magique n'était plus qu'un lointain souvenir. Après avoir achevé ce test, le système lui attribua un poste. Stagiaire des enfers. En voyant ça, Chris n'a pas pu s'empêcher de se demander s'il venait de débloquer un job secret. Le pinceau, de son côté, était fou de rage, menaçant de le dévorer tout cru. Chris s'est alors retourné pour lui demander si toute cette colère était bien nécessaire. Mais voyant ouvrir grand la bouche et exhiber ses crocs, il a compris que le pinceau ne blaguait absolument pas sur son intention de le manger. Sans perdre une seconde, la créature s'est jetée sur lui, l'avalant d'une seule bouchée. Tout est devenu noir, mais il pouvait encore entendre leur voix, lui souhaitant un bon retour parmi eux. Un peu plus tard, on entendit le pinceau s'excuser platement auprès du roi Yama, au milieu d'une pièce remplie de silhouettes imposantes. Pendant ce temps, Chris sentait ses forces l'abandonner. Sa conscience s'effilochant peu à peu. Alors qu'il perdait connaissance, plusieurs silhouettes colossales se tenaient devant lui et ordonnèrent au pinceau de le ramener. Les épreuves de sélection des différents rois étaient désormais terminées. Le plan avait été contrecarré, et maintenant, c'était le Yamakure. Face à cette situation, il ne lui restait plus qu'à tout miser sur Chris et voir comment il allait s'en sortir. Pour le reste, tout dépendait de son destin. En raison de leur métier à haut risque, les aventuriers sont connus pour être les gens les plus fortunés du monde. Et à notre époque, voir des foules s'amasser devant les portails est devenu un spectacle banal. Il y a toujours des familles qui pleurent un être cher perdu dans un donjon, espérant récupérer le corps contre une petite fortune. Déjà à la morgue, la voix de Chris résonna, hurlant, demandant où il était et suppliant qu'on le laisse sortir. Lorsque la porte du casier étroit s'ouvrit, il laissa échapper un soupir de soulagement, remerciant son sauveur. À sa plus grande stupeur, il ne s'agissait de nul autre que le pinceau. Chris fut si terrifié qu'il lui balança instinctivement son poing en pleine figure. Quelques instants plus tard, le pinceau lui expliqua la raison de sa présence à la morgue. Chris en déduisit que la sécurité avait dû flairer un problème quand personne n'était revenu du donjon après tant de temps. Ce qui voulait dire que personne n'avait survécu à la faucheuse, le poussant à demander s'il y avait d'autres rescapés. Le pinceau lui répondit qu'il y en avait 2 autres, mais qu'il devait d'abord se tirer de cet endroit. L'ascenseur bipa bruyamment au moment où le thanatopracteur arriva enfin. Il était complètement sur les rotules, épuisé par les allers-retours pour s'occuper des nombreux aventuriers amochés. Mais alors qu'il se plaignait, Chris le dépassa en trombe. L'homme se retourna, furieux, et lui cria « S'arrêter net !» Il l'engueula de courir partout, lui demandant s'il réalisait au moins où il se trouvait. Mais en réalisant qu'ils étaient à la morgue et que quelqu'un courait, il est tombé dans les pommes. Chris paniqua, se demandant ce qu'il devait faire. Maintenant, tandis que le pinceau lui ordonnait de ne pas s'arrêter. Il a alors poussé le thanatopracteur sur le côté et a continué. S'est éclipsé discrètement de la morgue. Dehors, la voix d'une femme a retenti, s'excusant platement. Au téléphone dans une conversation effrénée. Elle a promis avec courtoisie de régler la situation et a remercié son interlocuteur. À l'autre bout du fil pour son travail acharné. Pendant qu'elle s'épanchait en paroles, juste derrière elle se tenait Chris, qui scrutait les alentours, priant pour que personne ne le reconnaisse. Soudain, elle perçut sa voix, ce qui la fit pivoter sur elle-même. Mais en balayant les environs du regard, elle ne vit âme qui vive. L'interpellé. De retour dans son quartier, Chris a finalement retrouvé le chemin de son domicile. Il a franchi le seuil de sa demeure sans un mot. Le pinceau lui a demandé s'il habitait vraiment dans un taudis pareil, ce à quoi il a répliqué, lui demandant si ça lui posait un problème. Elle a rétorqué que le monde souterrain était bien plus vaste que ce trou. Sur ce, il a répondu du tac au tac que les loyers y étaient plutôt abordables. Le pinceau a ensuite voulu savoir où était sa famille. Chris s'est alors affalé sur son lit, avouant qu'il vivait seul. Il a fixé le plafond, le regard perdu dans le vide, révélant que ses parents avaient disparu dans un donjon durant son enfance. Leur visage était encore gravé dans sa mémoire, alors qu'il se demandait sans cesse pourquoi ils n'étaient jamais revenus. Lui aussi, jadis, était de ceux qui attendaient avec angoisse devant le portail, sans jamais trouver le repos. Le pinceau lui a proposé son réconfort, ce à quoi il a demandé s'il préférait plutôt récurer les toilettes. D'innombrables professions rares sont alors apparues, comme nécromancien, oracle ou encore conducteur de char. Toutes ces professions sont des classes cachées, considérées
comme des vestiges d'une autre époque. Il a continué de fouiller sur Internet, cherchant la moindre trace de sa propre profession, mais ne trouvant absolument rien, il n'a pu s'empêcher de penser que son statut de stagiaire des enfers était une profession secrète. Maintenant qu'il détient une classe rare, il se demande s'il pourrait lui aussi devenir un aventurier. Mais il se demanda si persévérer dans la voie d'aventurier était vraiment le bon choix. Après tout, il y a ces individus malveillants, qui exploitent sans vergogne les aventuriers de bas rang comme lui. Il a serré les dents de frustration en se demandant pourquoi de telles personnes détenaient autant de pouvoir. Il s'est remémoré la façon dont Lucas l'avait traité la dernière fois et s'est demandé ce qui arriverait s'il croisait à nouveau sa route. Il n'a pu s'empêcher de serrer le poing avec force, mêlant rage et frustration, se demandant s'il parviendrait à survivre. Il a soupiré, constatant à quel point les choses étaient compliquées pour lui, mais il s'est demandé comment il s'en sortirait s'il n'embrassait pas la carrière d'aventurier. Pendant ce temps, le pinceau, dans sa naïveté, a pris le balai pour son nouveau petit ami. Puis, Chris s'est finalement extrait de son lit, décidé à vérifier les compétences dont il disposait. Il a alors prononcé la commande pour afficher ses compétences, seulement, pour n'être accueilli que par le silence, car rien ne s'est produit. Le pinceau, tout en jouant avec le balai, lui a expliqué qu'il n'était qu'un aventurier de niveau 1, mais qu'il ne devait pas s'en faire, car le système lui avait déjà préparé un présent. Sur le panneau du système, il a vu une quête lui indiquant de se rendre à la guilde des aventuriers. Il s'est exécuté sur le champ et s'est dirigé vers leur bâtiment, se demandant ce que cette quête attendait de lui là-bas. Le pinceau a surgi, la faisant paniquer. Elle a balbutié que seul Chris était censé pouvoir le posséder. À sa stupéfaction générale, l'artefact s'est soudainement carapaté vers une zone interdite. En le pourchassant, ils sont tombés sur la chambre de l'éveil, l'endroit même où les novices affrontent leur premier monstre pour libérer leur pouvoir. Stupéfaite, elle a demandé si tout cet immense bâtiment était uniquement dédié à l'éveil, ce à quoi il a répondu qu'il pouvait y faire bien plus. Soudain, elle a senti un frisson la parcourir, une présence étrange flottant dans l'air. Levant les yeux, elle a demandé, paniquée, comment il se faisait qu'elle pouvait percevoir l'énergie magique d'innombrables portails. Il lui a alors expliqué que chaque branche de l'association disposait de portails publics destinés aux aventuriers débutants. Impressionnée, elle l'a complimenté sur ses vastes connaissances, bien qu'il ne soit qu'un pathétique niveau 1. Une remarque qui l'a piqué au vif. C'est alors qu'un aventurier bardé d'une lourde armure l'a bousculé, le réprimandant de lui barrer le passage, et Chris s'est platement excusé. L'autre a alors activé une compétence pour inspecter le panneau d'état de Chris, le toisant avec un mépris évident. Le pinceau a fait remarquer que ce type avait un caractère épouvantable, le voyant impassible, mais Chris a expliqué que ce genre d'individu ferait des courbettes devant plus puissant que lui. Cependant, constatant que l'autre homme n'avait pas l'air si impressionnant, le pinceau a jugé les humains avec condescendance. C'est alors que le panneau du système a surgi devant Chris. Il n'en a pas cru ses yeux en découvrant le contenu de la mission qui lui était proposée. Lui promettant une récompense mystérieuse, la quête l'incitait à sélectionner un donjon au sein de l'association. Trouvant la tâche d'une simplicité enfantine, Chris s'est enflammé, prêt à accepter la mission. Mais à peine avait-il franchi le seuil que son visage s'est décomposé, son excitation laissant place à une terreur pure. Fou de rage, il a attrapé le pinceau, l'étranglant presque, et a hurlé pour savoir pourquoi il était le seul à avoir été transporté à l'intérieur. Chris a exigé une explication sur le champ, alors que la quête s'actualisait pour lui ordonner de nettoyer le donjon. En solo, il a protesté, arguant que le nombre minimum requis pour une incursion était de 4 aventuriers, et qu'il lui était donc impossible d'y arriver seul. La réceptionniste lui avait pourtant bien précisé de choisir son donjon, et qu'on lui assignerait une équipe dans la foulée. Il avait longuement hésité, pesant le pour et le contre de chaque donjon, la difficulté, les types de monstres. Finalement, la patience du pinceau a atteint ses limites, et d'un coup sec, il a cliqué sur l'écran pour choisir à sa place. Une dispute a immédiatement éclaté entre eux, Chris étant furieux de cette initiative. C'est alors que la réceptionniste avait annoncé que sa candidature pour le cimetière des elfes avait été enregistrée. Pris de remords, le pinceau a alors décidé de lui octroyer une compétence de survie supplémentaire en guise de compensation. Malheureusement, le système s'est montré capricieux et a plutôt assigné une nouvelle quête à Chris, gifler le pinceau, en plein visage. Chris, hors de lui, a de nouveau empoigné l'artefact tandis que celui-ci tentait d'expliquer que la soupe de Empo, ainsi que sa propre vie, lui serait retirée s'il échouait à cette tâche. Chris est resté abasourdi.
En entendant cela, face à ce dilemme, il a lentement relâché sa prise sur le pinceau. Il comprenait maintenant qu'il n'avait pas le choix, ne pouvant se permettre de perdre la récompense de sa toute première quête. Il a donc activé la compétence, faisant jaillir des flammes blanches de sa main droite. Puis, avec sa main gauche, il a activé la compétence de l'homme de papier. Il a constaté avec satisfaction que cette compétence, héritée de Si, provoquait un puissant effet de confusion. Il n'aurait jamais cru qu'une simple baffe au pinceau pouvait débloquer des compétences aussi dingues. Son arsenal se résumait à la compétence Elfir, l'homme de papier, et une poignée de fioles de potions. Mais c'était bien trop léger pour s'en sortir. Il fallait trouver le chemin le plus sûr, loin des créatures. Il a donc ouvert son almanach et a découvert que le donjon grouillait de prédateurs aquatiques et de pièges vicieux. Le pinceau lui a alors demandé pourquoi. Le but de l'association n'était pas de buter le boss. Ce à quoi il a répondu que c'était pour pouvoir réutiliser le donjon à l'infini. Comme ça, l'association pouvait former les aventuriers, ce qui a fait hurler le pinceau que c'était de la triche pure et simple. Mais avant de lancer les hostilités, il devait vérifier un dernier truc. Il s'est donc accroupi pour toucher ses bottes enchantées. Puis, il a fait un pas, le cœur battant, pour voir s'il pouvait enfin réellement utiliser la magie. Et là, ses yeux se sont illuminés de joie pure. Il s'est mis à courir comme un fou, en pataugeant dans l'eau, criant que sa malédiction magique était enfin levée. Maintenant que c'était confirmé, il était paré pour se lancer dans le raid de ce donjon. Carte en main, il a décidé d'avancer prudemment pour se frayer un passage. Tant qu'il n'y avait pas de monstre, il avait l'impression d'être en balade. Il a alors prévenu le pinceau de se méfier des étoiles de mer, car elles étaient du genre agressives. Sur leur route, ils ont repéré une grenouille spectrale qui faisait le guet. Jusque-là, Chris kiffait sa balade, vu qu'il n'avait encore croisé aucun monstre, mais il se doutait bien que le système allait lui coller une quête pour en dégommer au moins un. Et bingo! En voyant la notification, il s'est retourné, furieux, contre le pinceau, persuadé qu'elle l'avait balancé. Résultat, pas le choix. Il fallait se mettre en chasse. En avançant, il est tombé nez à nez avec un homme-canard armé d'un trident. Il s'est estimé chanceux, car d'habitude, ces bestioles se déplacent en bande. Sauf que la créature a poussé un cri de panique en le voyant et a aussitôt détalé. En le voyant filer, Chris a compris qu'il ne devait surtout pas le laisser s'échapper et rameuter toute sa clique. Il a pigé qu'il devait pulvériser le sifflet en bois qu'il portait sur sa poitrine pour l'empêcher d'appeler des renforts. Il a alors activé sa compétence feu infernal, mais a hésité un instant. La cible était minuscule, impossible de la toucher à coup sûr. C'est là que le pinceau, exaspéré, lui a balancé d'infuser le reste de flamme infernale dans son arme. Il en est resté bouche bée, choqué que le pinceau lui file soudain un conseil aussi pertinent. Finalement, reprenant ses esprits, il a matérialisé son arme et l'a imprégnée de la flamme. Son mouvement a dessiné un arc enflammé dans l'air avant de frapper l'homme-canard. La créature a hurlé d'une douleur insoutenable tandis que les flammes infernales commençaient à le dévorer. En voyant la puissance de sa compétence, il n'a pas pu s'empêcher d'être bluffé. En s'approchant, il a vu le monstre au sol, le suppliant pitoyablement d'avoir pitié. Le pinceau l'a remarqué et s'est tourné vers Chris, demandant s'il fallait l'épargner. Mais sa question n'était pas sincère du tout, la créature serrait discrètement sa lance dans son dos. Elle s'est alors jetée en avant pour l'attaquer, mais s'est fait empaler à la gorge par l'arme de Chris. Il le savait bien, c'était un donjon, et supplier un. Cet ennemi n'avait aucun sens. Brush a avoué qu'elle le croyait bon pour la tombe, ce qui lui a valu une réprimande pour ne pas l'avoir prévenu. En jetant un œil à ses stats, il a constaté que la moitié de son mana avait été pulvérisée rien que pour cette unique offensive. Sur ce, il a décidé de s'enfiler une potion de mana pour refaire le plein. Brush lui a alors demandé pourquoi il se battait avec un cure-dent, ce à quoi il a dû rectifier que c'était une rapière. Quoi qu'il en soit, son attention fut captée par le fait que la quête n'était toujours pas validée. La mission était inchangée, et l'interface indiquait qu'il n'avait pas encore éliminé la cible. Il ignorait que l'homme-canard avait survécu et s'apprêtait à souffler dans son sifflet d'alerte. C'est seulement quand le son perçant a retenti que Chris a compris son énorme bévue en se retournant. Il venait de réaliser qu'il avait manqué le point vital. L'homme-canard, lui, a finalement succombé à ses blessures, comme l'a confirmé la notification de mission, mais une horde d'hommes-canards grouillait désormais dans les eaux, fonçant droit sur lui. Ils ont jailli hors de l'eau tandis que Chris les observait, totalement médusé. Il se demandait ce qu'il pouvait bien faire, et comment il allait se sortir de ce pétrin. Face à une telle armée. Voyant leur nombre,
Il s'est demandé s'il existait un moyen de tous les balayer d'un seul coup. Il s'est alors retourné, persuadé qu'il devait y avoir une échappatoire. Sa main s'est tendue et a empoigné une pièce de puzzle, murmurant que la solution était juste là. Chris a baissé les yeux, saisissant l'atout indispensable à sa survie. Il a tiré sur le cordon de son sac, provoquant une déflagration monstrueuse dans la zone. Les monstres canards furent sonnés, offrant à Chris une ouverture pour les faucher. Brush et les autres canards ont tenté de le repérer, mais en vain. Chris a choisi de prendre le large, les observant depuis les profondeurs. Il a ensuite désactivé sa compétence de flammes infernales en refaisant surface. La vitesse de nage et la vision aquatique des hommes canards surpassaient largement les siennes. Toute fuite par ce moyen était donc impossible. Ses sourcils se sont froncés en distinguant une silhouette au loin. Il fut mis en alerte en voyant que quelqu'un se ruait vers lui. C'était Brush, qui l'engueulait pour sa fuite, ce qui le fit boire la tasse. Chris s'est couvert la bouche, à bout de souffle. C'est alors que les hommes canards ont repéré du mouvement sous la surface. La horde s'est aussitôt précipitée sur. Provoquant la panique de Brush, Chris a nagé de toutes ses forces tandis que les hommes canards fendaient les flots. Il a pesté en réalisant qu'il n'y avait qu'une seule issue. Chris s'est mis à bondir de rocher en rocher pour s'échapper. Il a atterri sur l'eau, un genou à la surface. Une explosion a retenti, le propulsant hors des vagues. Il a serré les dents, se doutant qu'encore plus d'ennemis arrivaient. Il a découvert qu'une multitude de créatures avaient été attirées par la détonation, qui avait eu lieu plus tôt. Un homme canard s'est alors rué dans sa direction. Il lui a décoché un sourire mauvais tout en lui faisant un signe provocateur de la main. N'ayant plus le choix, il a activé sa compétence marionnette de papier, et a invoqué sa propre arme. L'homme canard se tenait face à lui, attendant qu'il se prépare. Chargé d'énergie, ses poupées de papier ont soudainement pris vie. L'homme canard a foncé sur lui et l'a tailladé avec une rage folle. Chris a serré les dents, grinçant des dents de douleur, se demandant pourquoi sa compétence restait sans effet. Brush lui fit remarquer son oubli, il n'avait pas dessiné. Et les yeux. Elle lui tendit alors une encre pour l'aider. Chris la saisit, insistant sur la nécessité de tracer les yeux avec une précision chirurgicale. Les yeux du canard s'illuminèrent d'un rouge sinistre alors qu'il poussait un cri pour appeler des renforts. Les hommes canards surgirent aussitôt, leurs armes braquées sur lui. Un trident le frappa de plein fouet, le faisant vaciller sous son poids. N'ayant aucune échappatoire, il se résigna à encaisser la totalité de leurs assauts. Les poupées, elles, restaient parfaitement immobiles. Chris serra les mâchoires de rage, sachant qu'il ne tiendrait plus très longtemps. Il déchaîna sa rapière dans un tourbillon de feu infernal, forçant les créatures à battre en retraite. Les hommes canards gémirent de douleur au contact des flammes dévastatrices. Il abattit de nouveaux salames en plein saut, leur hurlant de rester à distance. Sentant son mana se consumer bien trop vite, il décida de foncer vers les poupées sans plus attendre. Une énergie mystérieuse enveloppa soudainement les pantins de. Il agita ensuite le pinceau pour capter leur attention. Leurs yeux virèrent instantanément au rouge. Chris ne comprenait rien tandis qu'il courait dans tous les sens. Mais Brush lui révéla qu'elles avaient pris vie. Les canards parurent déconcertés en voyant ces poupées à leur effigie. Chris ordonna à ses créations de charger les ennemis, mais ces dernières se révélèrent pathétiquement faibles, se faisant piétiner sans ménagement. Il suivit alors la suggestion de Brush de s'enfuir pendant que leurs adversaires étaient distraits. Chris grimaça de douleur en sentant la blessure de son précédent combat se rouvrir. Il continua d'avancer péniblement, décidé à trouver un abri pour se soigner. S'appuyant contre le mur, son regard se figea sur un détail inattendu. Il se demanda ce qu'était cette porte d'où émanait une si puissante aura magique. Il consulta sa carte pour en avoir le cœur net. Il fut abasourdi de découvrir qu'il s'agissait de la salle du boss, un lieu qu'il pensait pourtant scellé. Avec un air anéanti, il se demanda pourquoi diable cette porte était ouverte. Chris tourna la tête en entendant un homme canard le rattraper. Pris de panique, il s'apprêta à détaler sur le champ. Il se pétrifia lorsqu'un rayon frappa le mur juste à côté de lui. Il leva les yeux et constata avec effroi qu'il l'avait encerclé. L'homme canard lui lança un regard menaçant, mais l'instant d'après, tous se figèrent, comme si leurs âmes venaient de quitter leur corps. Chris fronça les sourcils, perplexe devant leur soudaine couardise. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur en comprenant qu'il n'avait pas peur de lui, mais de quelque chose d'autre. Une baleine colossale armée, arborant un large sourire, apparut soudainement dans son dos. Il tourna la tête, le regard paralysé par la peur. À l'association des aventuriers, un homme était en pleine conversation téléphonique.
Le manager demanda la raison de toute cette agitation, apprenant qu'un aventurier de niveau 3 venait de pénétrer dans un portail. Il plongea dans ses pensées, en apprenant que la porte de Sceaux s'était brisée. Il leva la main, réclamant les informations de cet aventurier, tout en fronçant les sourcils. Il ne pouvait s'empêcher de penser que cet aventurier était complètement inconscient. Il consulta le profil de Chris, se demandant s'il ne tenait pas là un talent brut. Il ouvrit alors le dossier pour en savoir plus d'infos, pour découvrir que Chris avait été en col 12 fois. Il a agrippé sa cravate et balancé le dossier sur son bureau avec dégoût. Il a compris que le cas était grave, car le conseil de discipline exigeait des réponses sur son cas. Au même moment, la silhouette massive du surveillant général se dessinait devant Chris. Il a alors abattu son arme ultime, le dossier d'exclusion, ce qui l'a fait reculer de plusieurs pas. Chris s'est affalé sur un banc, grimaçant sous le choc. Il tremblait en fixant son argumentaire brisé, tandis que Brush le pressait de s'enfuir. Le surveillant a de nouveau brandi le dossier menaçant, collant tous les autres cancres qui traînaient dans le couloir. Chris a compris que le dirlo comptait d'abord régler le sort des seconds couteaux, lui laissant une ouverture pour s'éclipser, avec Brush qui le suppliait de filer. Mais il lui a répondu qu'il ne pouvait pas s'en tirer, tant que le proviseur n'était pas convaincu. Il s'est souvenu que son sac à dos avait été renversé pendant la dernière charge. Il a décidé de le récupérer pour y trouver des boules puantes et une canette de soda. La sonnerie annonçant l'épreuve finale retentit, convaincre le boss de fin de niveau. Chris a grincé des dents, sentant la tension monter d'un cran. C'était le poing du proviseur s'abattant sur le bureau, faisant hurler de peur Brush. Le reflet menaçant de ses lunettes et brillait dans les yeux de Chris. L'accusation a fusé, mais il a réussi à l'esquiver d'une pirouette verbale instinctive. Il a dû sacrifier une autre de ses antisèches, pulvérisée par la répartie du prof, mais cela lui a offert un instant parfait pour lancer son argumentaire enflammé, et le diriger droit sur le proviseur. Le choc de la riposte l'a projeté en arrière, le faisant presque tomber. Il a réussi à attraper son sac, demandant à Brush s'ils avaient gagné la manche. Mais le proviseur a soudainement surgi juste devant lui. Il a été assailli de reproches, chancelant sous les coups verbaux en grognant. Il a serré les dents. En jurant. Il a fini par reculer, abandonnant sa technique de défense. Il a de nouveau saisi son sac à dos. Sa barre d'énergie mentale, presque à sec. Il a tourné la tête. En découvrant que le proviseur était imperturbable, ses 11 yeux se sont écarquillés de désespoir, car lui, en revanche, était au bout du rouleau. Alors que le proviseur brandissait l'arme fatale, le papier de renvoi définitif, il a baissé les yeux, vaincu, car il ne pouvait pas réussir cette épreuve. La sonnerie finale a retenti, sonnant comme un avertissement d'échec de la mission. Chris s'est agrippé le bras, pensant à tous ses efforts pour que tout s'arrête si brutalement. Avec une détermination nouvelle, il a serré le poing, refusant de se faire renvoyer. Brush s'est mise à vibrer, indiquant qu'elle avait encore une solution. Le proviseur a provoqué un silence assourdissant en abattant son tampon sur le bureau, comme pour effacer toute trace de son passage. Brush est soudainement apparue, vibrant dans sa main tout en le sermonnant. Elle lui a ensuite intimé d'écouter attentivement, car elle ne le répéterait pas. Chris l'a saisie tandis qu'elle lui dictait la marche à suivre et y a déversé toute son énergie, car elle pouvait se transformer en plein de choses utiles. Il a regardé le proviseur droit dans les yeux, comme un dernier test de volonté. Il a levé Brush avec une nouvelle ferveur, prêt à clouer le bec du dirlo d'un seul coup. Il savait que ce dernier mordrait à l'hameçon et répondrait par une sanction exemplaire. Mais le proviseur s'est déplacé à une vitesse surprenante, ne laissant qu'une image floue, ce qui a rendu Chris complètement perplexe. Il a brandi son stylo, agissant uniquement à l'adrénaline. Puis, il s'est souvenu de la manie du proviseur. Il a déclenché son assaut, décryptant visiblement le schéma d'attaque de son adversaire. Ses yeux se sont illuminés tandis qu'il hurlait de toutes ses forces. Le marteau du boss a frôlé son dos, arrachant un cri à Brush. Le coup a porté, mais il a réussi à l'esquiver de justesse. Chris avait anticipé ce mouvement pendant son ascension. Saisissant l'opportunité, il a soudainement abattu son arme quand il a trouvé une ouverture, traçant un large arc qui a violemment heurté le boss. La créature s'est retrouvée immobilisée à cause de la profonde entaille. Chris serrait fermement son arme, sachant que le combat était loin d'être terminé. Rassemblant le dernier reste de son mana, il a déchaîné son feu infernal directement sur la plaie béante. Le monstre s'est effondré dans l'eau, le corps entièrement en flammes. Chris a alors transformé Brush une nouvelle fois. Sans perdre un instant, il a enchaîné avec une autre attaque sur le boss, faisant sentir à Brush une chaleur intense.
Chris a alors expliqué que les flammes servaient uniquement à faire voler en éclats l'épaisse armure et à révéler son point faible. C'est alors que l'interface système est apparue, annonçant qu'il avait triomphé du défi du donjon en solo. En voyant ce message, il a poussé un cri de joie. Avec le peu d'énergie qui lui restait, il a célébré son passage au niveau 4. Il venait d'acquérir une nouvelle capacité, lui permettant d'utiliser diverses formes du pinceau du jugement. De plus, sa compétence feu infernal avait atteint sa maîtrise maximale. Chris s'est laissé tomber au sol, sentant l'adrénaline retomber, tandis que Brush se lamentait pour sa chevelure. Épuisé, il s'est excusé auprès d'elle avant de la remercier chaleureusement. C'est là qu'il a soudainement compris que c'était là l'utilité principale de Brush, ce qui a provoqué une nouvelle plainte de sa part. À l'association des aventuriers, Chris a signalé à la réceptionniste que le portail de la salle du boss était défectueux. Brush lui a fait remarquer qu'il était bien vivant et lui a demandé l'intérêt de sa démarche, ce à quoi il a répondu qu'il avait simplement eu beaucoup de chance. La réceptionniste lui a adressé un sourire, l'assurant qu'ils avaient bien pris en compte ses. Une voix lui a alors dit de ne pas s'en faire, et à sa grande surprise, il a reconnu Jean, le directeur de l'association des aventuriers. Jean est apparu, dégageant une aura menaçante. Il a immédiatement reconnu Chris et l'a félicité d'avoir entièrement nettoyé le donjon à lui tout seul. Puis il s'est avancé vers eux. Plus tard, sur le chemin du retour, Brush a demandé à Chris si c'était suffisant, ce que ce dernier a confirmé. Pendant ce temps, Jean restait perplexe, car il avait en fait reçu un certificat de décès de l'hôpital le concernant. Il a, alors, ordonné à la réceptionniste de retourner à son poste. Soudain, un téléphone a sonné sur le bureau. C'était Lucas, qui a décroché, avec Jean à l'autre bout du fil. Jean l'a questionné sur le donjon, et Lucas a répondu qu'il s'en était occupé, en qualifiant l'incident d'accident. Jean, suspicieux, a immédiatement pensé que quelqu'un avait dérobé les récompenses. Furieux, il a ordonné à Lucas de régler cette affaire sur le champ. Pendant ce temps, Chris se plaignait des courbatures qui parcouraient son corps et du maigre butin qu'il avait récolté dans le donjon. La réceptionniste l'avait informé du peu de butin obtenu, précisant que la majorité revenait l'association et qu'il n'en toucherait qu'une infime partie. En consultant son téléphone, il a vu la récompense versée par l'association, mais une notification du système est soudainement apparue, le laissant perplexe quant à une autre récompense. L'interface résumait la quête qu'il venait de terminer, lui octroyant une récompense de félicitations, une pilule d'agilité qui améliorait sa condition physique. Il en est resté bouche bée, lâchant un juron en voyant cela. Il a tout de suite compris que cette récompense était absolument phénoménale, car elle lui permettrait de franchir l'écueil du statut de novice. Il lui apprit d'ailleurs que le plus haut niveau d'aventurier connu à ce jour était de 45. Une fois le niveau 5 atteint, la progression devenait extrêmement ardue. Les aventuriers dépendaient alors presque entièrement de leur équipement pour terrasser les monstres. Quelle injustice! À cause des réclamations abusives de l'association sur le butin, les aventuriers n'avaient d'autre choix que l'entraînement physique pour espérer devenir plus forts. Cette récompense qu'il venait de recevoir revêtait donc une importance capitale. Le panneau du système l'invita ensuite à déverrouiller la seconde récompense. Quelques jours plus tard, dans les archives des aventuriers du village, Chris trépignait d'impatience à l'idée de découvrir sa classe. Ce à quoi Brush lui annonça qu'elle était spéciale. La raison de son insistance venait de son écran d'attributs. Les larmes lui montant aux yeux, il choisit d'ignorer le commentaire dans un premier temps. Il jeta ensuite un œil aux alentours et vit que d'autres statistiques étaient aussi commentées. Il fut abasourdi en voyant que les commentaires devenaient complètement insensés. Bien que ces statistiques surpassent celles d'un individu ordinaire, impossible de savoir comment elles se comparaient à celles d'un autre aventurier. Il se demanda alors si c'était là l'essence même de sa classe, à l'image des mages qui se spécialisent dans les classes de type dégâts instantanés ou des bardes qui utilisent la musique comme soutien. Il en vint à se demander si le stagiaire des enfers se spécialisait dans la mort. Brush lui asséna soudain une tape sur le visage, le réprimandant pour avoir qualifié leur rôle de médiocre. Brush lui ordonna d'écouter attentivement, car leur classe pouvait contrôler la vie et la mort elle-même. Il rétorqua à Brush que le pouvoir du stylo du jugement n'était qu'un mythe, ajoutant qu'elle n'avait pas l'air si redoutable. Brush se jeta sur lui, expliquant que c'était parce qu'il n'avait pas encore réuni l'ensemble complet des artefacts. Elle lui parla du livre où le roi des enfers lui-même inscrivait les dates du jugement et du trépas. Chris lui répondit que la classe de nécromancien était devenue banale de nos jours, ce qui sembla la piquer au vif.
Elle lui lança que ces soi-disant voleurs d'âmes n'étaient que des amateurs. Brush ne put poursuivre sa tirade, car une sorte de parasite statique brouilla sa voix. Il lui expliqua alors que cette information dépassait le champ de compétences du système. Il avait cru que tout ce qu'il avait vu récemment provenait d'un jeu qui se matérialisait dans le monde réel. Après enquête, il découvrit que quelqu'un avait bien pénétré un donjon peuplé de créatures mythiques, mais il ne trouva aucune trace d'une épreuve ou d'une aventure liée au système. Il se demanda pourquoi il était le seul à avoir obtenu de tels pouvoirs. Brush le rabroua, lui reprochant d'être trop bruyant. Elle ajouta qu'il les avait déjà obtenus, ce qui le laissa perplexe, mais Brush le sermonna de nouveau. Intrigué, il demanda pourquoi il possédait les qualifications requises pour passer l'épreuve divine. Il quitta l'association, tenant enfin quelques pistes sur l'origine du système. Il jeta un regard autour d'eux, lui en apprenant les nouvelles sur les événements survenus durant leur mission d'aide. Il sentait que quelqu'un tirait les ficelles dans l'ombre. Il serra alors le poing et se jura de devenir plus fort. Levant les yeux vers Brush, il demanda qui étaient les survivants. Mais même elle l'ignorait. Il consulta son téléphone, mais ne trouva absolument rien à ce sujet. Parmi les rescapés. Le jour suivant, à l'hôpital central, Chris s'est fait passer pour un proche de ses victimes pour interroger une infirmière. Celle-ci lui a confié que la plupart n'avaient pas survécu et lui a demandé s'il avait consulté la liste. Au même moment, un groupe de personnes déambulait dans le couloir. Soudain, un œil monstrueux a surgi juste au-dessus de la jeune fille. La panique a saisi les civils, qui se sont fait happer par les tentacules de la créature. Des cris d'horreur ont fusé lorsque le monstre colossal est apparu. Une fille aux cheveux blonds réprimandait son assistant de l'avoir entraînée à l'hôpital. Elle s'est figée net quand un tentacule est venu s'enrouler autour de sa taille. Elle a hurlé de terreur pendant que la bête l'a soulevée, poussant son assistant à hurler son nom. Les gens alentour étaient pétrifiés en voyant les appendices du monstre. Les autres ont été fauchés quand une nuée de tentacules a déferlé sur eux, forçant un type à réagir au quart de tour pour protéger les autres. La pièce a résonné de cris lorsque le monstre les a saisis. Les yeux de Chris se sont écarquillés, se demandant pourquoi un monstre avait soudainement fait irruption à l'hôpital. Il était abasourdi, le regardant s'en prendre aux civils. Un tentacule l'a alors attrapé, mais un portail de téléportation s'est matérialisé de nulle part. Les gens aspirés dans le vortex se demandaient où diable ils avaient atterri. La fille vêtue de rose a soudainement crié qu'il y avait quelque chose devant, les forçant tous à regarder dans la direction qu'elle indiquait. La mâchoire de Chris est tombée lorsque le système est apparu, annonçant une nouvelle mission. Ses yeux se sont agrandis en voyant le panneau holographique. Celui-ci lui a alors demandé de sauver le royaume des grenouilles de la destruction, en échange du baiser de la princesse. Les guerriers ainsi invoqués ont eu des réactions diverses, certains semblant absolument ravis. Chris a compris que le portail était devenu incontrôlable et Brush lui a soufflé qu'il devait enquêter davantage. Il a remarqué que 12 personnes avaient été capturées et que seuls 2 n'étaient pas des aventuriers. Parmi les plus forts, il y avait les 2 gaillards de niveau 9 qui semblaient surexcités, et un type de niveau 8 tout en noir, qui avait l'air ravi à propos de la princesse. Mais à l'intérieur, le groupe débattait pour savoir s'il fallait y aller ou non. Les sourcils de Chris se sont froncés, il pensait qu'il fallait mettre un terme à cette folie au plus vite. Les gens considéraient les 2 frères comme des têtes brûlées arrogantes, tandis que les autres les ignoraient royalement. Chris a interpellé les frères, leur disant de ne pas agir de manière imprudente car ils ignoraient tout du danger qui les guettait. L'un des frères lui a soudainement saisi la tête pendant que l'autre l'attrapait par le col en le menaçant, mais il a tenu bon. Ils se sont alors gaussés de son niveau, et l'ont accusé de vouloir leur piquer leur récompense. Chris a serré les dents de douleur tout en refusant de céder. La fille aux cheveux roses s'est mise en alerte, prête à intervenir. L'un des frères grinçait des dents de colère, mais l'homme en noir lui a attrapé la main pour le stopper, montrant qu'il était d'accord avec Chris. Il a ensuite lâché que l'aura menaçante du type était plus que palpable, tandis que Chris exprimait sa gratitude. La fille l'a sermonné, lui expliquant que dans les portails, il n'y a pas de règles, seule la loi du butin compte. Brush resta silencieuse, absorbée dans ses pensées, tandis que 2 individus s'approchaient du capitaine, lui avouant ne pas vouloir mourir. Chris leur adressa un sourire, les rassurant de ne pas s'inquiéter car il ne s'agissait que du décor du portail. Ce dernier est-elle un miroir, reflétant les mythes et légendes du monde des humains. La jeune fille refusa de les rejoindre, prétextant venir d'une famille fortunée. Chris parut anéanti,
doutant que le raid puisse aboutir. C'est alors que la princesse grenouille surgit devant eux, forçant chacun à la dévisager avec un mélange de stupeur et de répulsion totale. Le capitaine se figea, le visage blême. Il tomba, à genoux sur le sol et vomit, qualifiant la situation de sinistre farce. Et soudain, la princesse grenouille pulvérisa le capitaine sous leurs yeux effarés. La créature se dressa au-dessus d'eux, tandis que les deux autres fixaient la dépouille du capitaine. Ses compagnons l'interpellèrent soudain, la voix tremblante de peur et de choc, alors que Chris leur hurlait de ne pas commettre d'imprudence. La princesse grenouille, décelant leur hostilité, les anéantit sur le champ, juste devant lui. Chris serra les dents, songeant que le donjon obéissait à des règles absolues. Les autres survivants prirent la fuite, mais la jeune fille aux cheveux roses, une certaine Arya, les stoppa net. Les frères affichèrent un large sourire, songeant à quel point la situation devenait intéressante. Chris comprit que ces trois-là étaient condamnés d'avance pour avoir enfreint certaines règles. Broche lui expliqua qu'il ne s'agissait pas d'un portail ordinaire, mais d'un dieu ancien. Elle révéla que la divinité, à l'intérieur du portail, était fracturée. Par conséquent, le système était incomplet. Les sourcils de Chris se froncèrent, repensant au bug mentionné par Broche. Ceux qui avaient tenté de fuir furent également éliminés par la princesse. Chris décida alors de les intercepter, leur ordonnant de se calmer, car la fuite était synonyme de mort. Il leur révéla l'existence d'une règle absolue en ces lieux, partir équivalait à abandonner la mission. La riche héritière, Goldie, demanda furieusement pourquoi il devrait faire confiance à un niveau 4 comme lui. Chris la mit au défi de partir pour voir par elle-même ce qui arriverait, ce qui la fit frémir. Arya intervint à nouveau pour les calmer, leur affirmant que Chris avait raison. Elle lui sourit ensuite, le remerciant et reconnaissant qu'il avait du cran. L'un des types demanda alors avec curiosité s'il fallait accepter la mission, ce que les autres confirmèrent. Arya accepta donc la quête, tout en menaçant que son père ne laisserait pas Chris s'en tirer si elle venait à mourir. Le panneau système annonça qu'il avait accepté la quête, réalisant alors que Chris disait vrai depuis le début. Le sol se mit à trembler violemment, tandis que Goldie se lamentait. La quête débuta. Pour sauver le royaume, il devait vaincre l'armée des Gitans. Vénus. Des légions grouillaient devant le château, marchant sur les joueurs. Chris demeura silencieux, alors que Broche comprit qu'il manigançait quelque chose. Avec une détermination farouche, Chris décida d'agir. Pour le bien des âmes piégées dans ce portail. Goldie râla en constatant qu'ils étaient de nouveau téléportés, tandis que les frères souriaient avec arrogance. Les deux autres paniquèrent, alors qu'Arya se plaignait d'être téléportée seule. Le panneau système annonça qu'il fallait désormais exterminer les bugs en divers lieux. Un feu gigantesque. Une lueur bleue a jailli au moment où Chris progressait. En exterminant les bestioles, il a compris que tout le monde avait été dispersé pour corser l'épreuve. La fille à ses côtés a désigné les créatures grouillant au-dessus, le forçant à lever la tête. Chris a esquissé un sourire, tandis que Broche le sermonnait, lui hurlant de cramer ses saletés d'un seul coup. Les bestioles ont alors plongé sur eux, et il a ordonné à la fille de se planquer derrière son dos. La fille a obéi au quart de tour, se collant contre lui. Il a râlé, se plaignant qu'elle était bien trop proche, la poussant à balbutier des excuses. Il a alors déchaîné sa compétence feu infernal, carbonisant toutes les créatures venues d'en haut. Son regard a ensuite balayé les environs, attiré par un mouvement. C'étaient les deux frangins qui se tiraient ailleurs. Le système a signalé un joueur hors de sa zone. En conséquence, il a redirigé les bestioles restantes. Les créatures ont surgi de nouveau, et Broche lui a aboyé de s'en charger. Chris a pesté intérieurement en calcinant les monstres qui lui faisaient face. Une notification système s'est affichée, annonçant la mort d'un participant. Il a tressailli, se disant que la faucheuse était plus prompte que prévu. Broche a grogné, lui ordonnant d'arrêter de se ménager et de tous les purger par le feu. D'un seul coup. Chris a donc levé la main et a libéré un brasier infernal monumental, anéantissant toutes les créatures. Les monstres ont été consumés sous ses yeux, tandis qu'il les voyait s'effondrer. Le système a ensuite confirmé que la zone était sécurisée. La fille l'a remercié, et il lui a dit d'aller prêter main forte aux autres. Tous deux se sont aussitôt élancés à la recherche d'autres camarades pour limiter la casse. Arya hurlait à l'aide, une nuée de bestioles à ses trousses. Chris lui a promptement crié de se mettre derrière lui. Il a décidé d'en finir avec la retenue, et a pulvérisé ceux qui pourchassaient Arya. Le monstre s'est lentement désintégré dans les airs. Arya,
admirative, l'a trouvé incroyablement fort et lui a demandé s'il n'était pas censé être mort. Elle a expliqué avoir reçu plusieurs notifications de décès, ce qui a laissé Chris perplexe. Il a alors révélé que tout le monde avait reçu ces alertes de mort, poussant Arya à l'interroger. Il a expliqué que c'était une ruse pour semer la confusion et briser leur morale. Chris a serré les dents. Il en avait sa claque de ce satané jeu du système. Ses sourcils se sont froncés, il sentait que ce n'était pas si simple et que quelque chose se tramait. Une notification système est apparue, leur assignant pour mission de survivre jusqu'au bout. Ils ont alors décidé de retrouver les autres survivants, Chris ordonnant aux deux filles de rester groupées. Il a décidé de retrouver les frangins, persuadé qu'il le mènerait à la salle du boss. Chris est alors tombé sur deux corps inertes devant lui, reconnaissant les dépouilles des deux autres. Ses yeux se sont embrasés de rage, réalisant qu'ils étaient morts à cause de la cupidité de certains. Il s'est remémoré la manière dont les autres s'étaient acharnés sur lui. Quelque chose a capté son attention, le faisant pivoter. Chris a alors surpris les deux frères se chamaillant pour achever le boss du donjon, une créature massive. Les deux en sont venus aux mains, l'un manquant de peu de frapper son propre frère. Ce dernier a essuyé le coin de ses lèvres, avant de remarquer la présence de Chris dans l'encadrement de la porte. Chris a serré le poing, vibrant de rage et d'une intention meurtrière. Il s'est souvenu des mots de l'infirmière lui annonçant que les deux seuls survivants étaient morts. Sur le champ, il comprit que ses deux frères étaient prêts à tout pour récupérer le matos nécessaire à leur progression. Avec une détermination nouvelle, il se jura de leur rafler le butin, car il n'hésitait pas à écraser les autres pour y arriver. Les deux frangins continuèrent leur assaut sur le boss, le criblant de projectiles. Une déflagration monumentale retentit, projetant le monstre au loin. Le boss s'écrasa au sol, son corps entièrement gelé par la puissance de l'impact. L'aîné s'approcha de la créature, un sourire suffisant aux lèvres, et ordonna à son cadet de l'achever sans traîner. C'est alors que Chris, sans la moindre hésitation, s'avança vers eux. L'aîné, fou de rage, le mit en garde tandis qu'une aura menaçante s'embrasait autour de lui. Brush demanda à Chris s'il comptait vraiment le faire, mais ce dernier le rassura, précisant qu'il utiliserait un tout autre genre de flamme. Une épaisse fumée noire envahit soudainement. Elle se chargea ensuite d'éliminer le monstre en un éclair, laissant l'aîné des frères complètement abasourdi. L'interface du système s'afficha, annonçant la mort de la chimère et le sacre du chevalier grenouille comme héros, signifiant leur propre échec de la mission. Le chevalier grenouille se tenait là, triomphant, son arme à la main. Le plus jeune des frères demanda à son aîné s'il allait bien, pendant que Chris commençait à suspecter que tout ceci faisait aussi partie du test. L'aîné, lui, serrait les dents de fureur, maudissant ce batracien pour son intervention. Chris activa en urgence son panneau de l'œil. Yin-yang. Il tenta d'avertir le type de ne surtout pas sous-estimer ce chevalier, mais il était déjà trop tard. Le cadet hurla de rage en direction du chevalier, tout en commençant à condenser une sphère d'énergie dans sa main. Il leva le bras, prêt à projeter sa boule de feu sur l'ennemi. Le projectile fusa à travers l'air, frôlant le visage du chevalier. Mais soudain, une lame effilée lui trancha le bout de l'oreille. Le chevalier se tenait là, prêt pour la riposte. Le cadet appela son frère à l'aide, désespéré, tandis que Chris assistait, médusé, à ce retournement de situation. Le système l'alerta alors. Les capacités du chevalier grenouille surpassaient largement les siennes et lui conseillaient vivement de fuir. Le frère aîné, fou de désespoir, poussa un cri de rage et chargea le chevalier grenouille, jurant de le venger. Mais il fut déchiqueté sans le moindre effort, par une attaque fluide et précise du batracien. C'est alors que le panneau de quête du chevalier s'afficha. Gagner les faveurs de la princesse et s'emparer du trône en tant que héros. Chris resta bouche bée en découvrant ça. Il venait de comprendre, c'était la propre mission du chevalier grenouille. Au moment où les autres aventuriers se ruaient sur place, Chris ne parvenait pas à chasser le sentiment que quelque chose clochait vraiment. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de prévenir qui que ce soit, le chevalier grenouille bondit soudainement de sa position. Goldie poussa un cri, se demandant pourquoi cette grenouille fonçait droit sur elle. Elle activa aussitôt sa compétence, malédiction du serviteur, pour utiliser quelqu'un comme bouclier humain et bloquer l'assaut. Mais la grenouille le trancha sans aucune difficulté et se tourna vers elle pour lui régler son compte. C'est alors que quelque chose fusa, de loin, et percuta le chevalier en pleine tête. Celui-ci se retourna, cherchant à comprendre ce qui venait de le frapper. Il retira alors l'objet de son casque et le trancha net. Puis il se tourna vers l'auteur du lancer, lui signifiant qu'il était un homme mort. Pendant ce temps, Brush demanda à Chris pourquoi il avait provoqué le batracien, alors qu'il avait décidé de rester en retrait.
en place. Mais ça n'a duré qu'un instant avant qu'il ne décampe. Furieux, le chevalier a bondi sur ses talons, pour le traquer et lui planter sa lame. Chris a serré les dents, tentant d'esquiver le coup, mais réalisant qu'il ne pourrait pas y échapper. Brush a tenté de mordre l'acier, mais la frappe surpuissante de la grenouille les a projetés au loin. Alors qu'il y retombait lourdement, Brush a grogné que ses crocs étaient complètement anesthésiés. Le chevalier grenouille, lui, a repris sa course effrénée pour les achever. Chaque assaut était fulgurant et brutal, l'obligeant à user de toute sa force juste pour parer les coups. Tandis que le chevalier grenouille prenait le dessus, il s'est dit que c'en était fini de lui. Le chevalier, amphibien lui a décoché un coup de pied foudroyant à l'estomac, l'expédiant dans les airs. Son corps s'est fracassé contre un mur dans son dos, le réduisant presque en poussière. Mais soudain, le chevalier grenouille aperçut quelqu'un utilisant de la magie de soutien à travers la fumée qui se dissipait. Une silhouette se dessinait, lançant des sorts de soins et de restauration de mana. Face à cette scène, le chevalier grenouille a immédiatement battu en retraite. Arya et Goldie se sont rués à son chevet pour voir l'état de Chris. Arya a rappelé qu'elle ne pouvait pas l'affronter directement, mais Chris avait déjà décelé la stratégie du chevalier grenouille. Arya lui a demandé comment il pouvait en savoir autant, question à laquelle il n'a pas répondu, se contentant de clarifier leur rôle. Elle a aussitôt sorti sa sacoche de mage de soutien, proposant de trouver une planque et d'attendre les renforts. Sauf qu'ils font face à un ennemi d'une rapidité déconcertante. Impossible de se cacher, impossible de fuir. Et puis, voir les jumeaux si forts se faire descendre aussi facilement leur a coupé toute envie de se battre. En posant son regard sur Arya et Goldie, il a compris qu'ils avaient encore une carte à jouer, grâce à leurs compétences. Il était persuadé qu'en unissant leurs forces, ils pourraient réellement venir à bout de ce monstre. Mais Brush lui a soufflé que c'était complètement foutu, vu l'énorme différence de niveau. Pourtant, sur le visage de Chris brûlait encore la flamme de la détermination, prêt à en finir avec cette créature. En voyant cette lueur dans ses yeux, Brush s'est dit que Chris avait être une idée derrière la tête. Arya a compris son intention, a affirmé avoir confiance en son jugement. Pendant ce temps, Goldie trouvait ce plan complètement dingue, vu qu'il faisait face à un monstre surpuissant. Pourtant, Arya savait qu'elle ne pourrait pas s'enfuir de toute manière, compte tenu de la vitesse de l'ennemi. Goldie a acquiescé, mais elle s'est dit qu'au pire, elle les utiliserait comme appât pour couvrir sa fuite. Pendant ce temps, au siège de l'association, la liste des personnes happées à l'intérieur de l'hôpital venait d'être affichée. Jean parcourait la liste, craignant que cette affaire ne menace sa propre position. Et pour ne rien arranger, des membres de la guilde et du consortium doré figuraient parmi les disparus. Mais ce qui l'inquiétait par-dessus tout, c'était que la sœur du jeune héritier du consortium doré avait elle aussi été emportée. Constatant que son téléphone n'arrêtait pas de vibrer, il s'est résolu à contacter l'association. En décrochant, il a appris que Chris se trouvait également à l'intérieur. Il y a vu l'occasion parfaite de se débarrasser de lui, mais Jean n'était pas du tout de cet avis, arguant qu'il devait les secourir en même temps que Goldie. Il se trouve que son interlocuteur n'était autre que Lucas, qui lui expliqua qu'il n'aurait même pas à bouger le petit doigt pour l'éliminer. Il décida donc de glisser une suggestion à Jean avec un sourire narquois. Jean lui renvoya le même regard, ayant enfin saisi où Lucas voulait en venir. Pendant ce temps, de retour sur le terrain de basket, Chris et Brush analysaient les techniques et stratégies de combat. C'est alors que Brush le réprimanda sèchement, exaspéré par une faille dans son raisonnement. Elle justifia sa colère. Chris avait frôlé la mort, et s'était fait remonter les bretelles dans le monde souterrain. Elle ajouta qu'il connaissait être bien la théorie sur les aventuriers, mais que sa compréhension pratique du combat était totalement à côté de la plaque. Étant donné qu'il n'était qu'au niveau 3, Brush le mit au défi de lui expliquer comment il avait pu vaincre des boss du même niveau. Cette question provoqua un déclic chez Chris. Il réalisa qu'il existait un gouffre de puissance entre les monstres d'élite et les boss. En vérité, il ne les avait pas vraiment vaincus, il avait simplement bénéficié de compétences solides et d'un sacré coup de chance. Brush lui fit alors remarquer qu'il était tout à fait normal de devenir arrogant après avoir été promu aventurier. Soudain, retour brutal au présent, Brush continuait de parer les assauts furieux du chevalier grenouille. Dans le pire des scénarios, ce combat pouvait à tout moment signer son arrêt de mort. Elle songea qu'une équipe de niveau moyen 5 n'avait aucune chance de l'emporter face à un monstre dont la force réelle dépassait le niveau 9. Elle se demanda alors à quoi diable il avait bien pu penser en provoquant cette créature. Le chevalier grenouille poursuivait son offensive sans relâche. Pendant ce temps, Arya utilisait ses pouvoirs de manipulation d'objets pour faire diversion. Elle se souvint avoir dit que sa classe était le soutien le plus faible,
mais Chris lui avait assuré qu'il avait juste besoin d'une distraction. Alors, malgré ses doutes, Arya avait accepté le plan et s'était lancée pour détourner l'attention de l'ennemi. Au même moment, Brush s'excusa auprès de lui, avouant son incapacité à bloquer toutes les attaques. Mais en observant leur adversaire, il pouvait sentir sa fébrilité, comme s'il était sur le point de perdre les pédales. Il n'existe aucune norme absolue définissant les niveaux d'aventure. Tout n'est que classification, établie par les anciens. Dans le système actuel, la différence de niveau au sein d'une même classe se traduit par des améliorations notables des aptitudes de base. Par exemple, les gains en force et en vitesse sont clairement perceptibles grâce à la vision yin-yang. Par conséquent, plus l'écart de puissance est grand, plus il est difficile de triompher de son adversaire. Et selon la théorie en vigueur, une différence de 3 niveaux rend la victoire quasiment impossible pour l'aventurier. Le plus faible face à celui de niveau supérieur. Mais dans un combat réel, les avantages de compétences et les rapports de contre entre les spécialisations entrent aussi en jeu. Par exemple, un personnage avec une compétence unique ou une vitesse supérieure peut dominer son adversaire, même si toutes ses autres statistiques sont égales. C'est précisément la raison pour laquelle leur victoire contre le chevalier grenouille semblait si compromise. Une semaine auparavant, Chris n'aurait jamais osé imaginer se mesurer à un monstre de ce calibre. Avec un tel écart de niveau, il serait instantanément réduit en charpie s'il encaissait un coup direct. Mais cela ne valait que pour les aventuriers du dimanche, pas pour lui et sa compétence de feu infernal. Il a vite calculé que la carapace du chevalier grenouille n'était pas si épaisse, ses flammes allaient certainement faire le travail. Plus important encore, la créature ignorait tout de l'effet de ses flammes et de l'existence de ses clones de papier. Il écarta les mains, songeant qu'il avait une autre sorte de brasier en réserve. Dans un combat entre armées, le camp le plus faible ne peut qu'attendre que le plus fort fasse le premier pas. Soudain, Chris encaissa une attaque directe du chevalier grenouille, mais à sa grande surprise, il n'avait frappé qu'un leurre. Le vrai Chris, déjà dans son dos, saisit l'occasion et déchaîna ses flammes sur la créature. Mais il vit la grenouille se défaire de son armure en fusion d'un simple geste, et Chris se demanda si elle avait compris que ses flammes étaient inextinguibles. Il remarqua cependant que les mouvements du monstre devenaient plus lents. C'était le moment pour Arya et Goldie de frapper, mais Goldie s'était volatilisée. Elle venait enfin de saisir le petit jeu de Goldie, se servir des autres comme boucliers humains pour se protéger. Un instant plus tôt, elle avait même utilisé sa compétence pour forcer quelqu'un à prendre le coup à sa place. Dehors, l'autre fille lui demanda si elle n'allait pas les aider, étant elle aussi une aventurière. Mais Goldie l'agressa, verbalement, la traitant de nuisance. Elle était hors d'elle, hurlant qu'elle ne se souciait que de sa propre survie. Elle enrageait aussi, se demandant pourquoi son frère n'avait pas encore envoyé la cavalerie pour la secourir. Pendant ce temps, une épée tomba du ciel et se planta dans le sol. Elle se mit alors à vibrer, comme attirée par une force invisible. Soudain, la lame vola directement dans les mains du chevalier grenouille. Chris comprit alors qu'il devait viser le point vital de son ennemi, la tête. Au moment où le chevalier attrapa son épée, sa vitesse augmenta de façon spectaculaire. Chris ne parvint pas à esquiver complètement l'assaut et fut touché. Il tomba à genoux pendant que le monstre se préparait à l'achever. Soudain, les peluches en hauteur bombardèrent le chevalier grenouille de puissants rayons. Arya se précipita pour voir comment il allait, mais il la rassura, disant que tout allait bien, car un homme de papier avait bloqué l'épée pour lui. Pendant ce temps, réalisant que Goldie s'était soudainement évanouie, la grenouille se retourna instantanément. Elle balaya du regard la direction où elle pouvait sentir la présence de Goldie. Il les voyait comme de simples insectes. 2 déjà éliminés, et il n'en restait plus que 2. La créature fonça soudainement à la poursuite de Goldie, laissant Arya et Chris seuls. Voyant cela, Arya paniqua et demanda si Chris pouvait encore se battre. Il lui dit de rester calme, ferma les yeux et se concentra. Il rouvrit lentement les paupières, focalisé sur sa nouvelle capacité. Il se souvint de son entraînement, quand il n'arrivait pas à libérer sa compétence. Brush lui avait alors dit qu'il utilisait son pouvoir de la mauvaise manière, ce à quoi il avait demandé pourquoi. Sa flamme originelle s'était avérée être la première étincelle du feu infernal, une flamme impossible à éteindre. Et son feu amélioré, les brises infernales, se nourrissaient des âmes comme carburant, alors qu'il visait la grenouille. Chris retint sa respiration, tentant de déchaîner la compétence de braise du feu infernal, mais Brush, furieuse, lui asséna une gifle. Voilà pourquoi, lui expliqua-t-elle, elle le traitait de théoricien obsessionnel. L'activation des compétences dépend de la magie qui circule en lui. Au comble du désespoir, Chris se demanda pourquoi sa première tentative avait été un succès. Elle lui rappela alors
qu'il devait coordonner son mana et la compétence. Son propre corps devait servir de conduit pour canaliser et libérer le mana, achevant ainsi le processus d'incantation. Pour lui, il devait se remémorer la sensation exacte qu'il a eue en libérant les flammes primordiales pour la toute première fois. Mais constatant son absence de progrès, Brush s'efforça de garder patience. Alors que Chris méditait sur la façon de percevoir une âme, il se redressa et fixa son regard droit devant. Convaincu que le mana était le moteur de toute compétence, il plongea mentalement dans une chambre obscure. Il mit tout en œuvre pour localiser ce fameux moteur au cœur des ténèbres. Lorsqu'il le trouva enfin, il sut précisément ce qu'il devait faire, mettre le contact. À l'instant où il l'activa, un mana sombre jaillit des profondeurs de cette chambre. Toutefois, malgré cet exploit, il fut incapable de libérer sa braise du feu infernal et s'effondra lourdement. Arya, paniquée, s'écria d'inquiétude, lui demandant ce qui venait de se passer. Pendant ce temps, Chris eut la sensation d'avoir brûlé plus de la moitié de sa réserve de mana en un instant. L'avertissement de Brush lui revint en mémoire, ne jamais laisser cette compétence consumer l'intégralité de son mana. Il comprit alors. Elle ne le consommait pas, elle le dévorait entièrement. Maintenant qu'il avait saisi cette nuance, Chris rouvrit les yeux. Sous son regard, le monde se métamorphosa. Il pouvait désormais percevoir le chevalier grenouille qui traquait Goldie. Un éclair illumina son regard, comme si la créature était devenue translucide, lui révélant son âme. Au moment où le monstre se rapprochait de Goldie, ce dernier utilisa sa compétence pour manipuler la jeune fille et s'en servir de bouclier humain. Tandis qu'elle hurlait à l'aide, Chris, tremblant de rage, luttait désespérément pour activer sa compétence. Il serra les dents tandis que la braise du feu infernal commençait enfin à crépiter sauvagement. Près de Goldie, la jeune fille s'effondra au sol, inerte. Des flamèches noires se mirent à consumer le chevalier grenouille au moment où Illithron abattait un puissant coup d'épée sur Goldie. Mais en une fraction de seconde, les braises infernales commencèrent à dévorer l'intégralité de son corps. Il grinça des dents, sentant les flammes ronger lentement jusqu'à son essence même. Pourtant, Chris maintint l'activation de la compétence. Il voyait son mana se consumer à une vitesse effrénée. Néanmoins, c'était assez puissant pour incinérer quasi instantanément l'âme du chevalier grenouille. Encore un effort. Et les flammes infernales finiraient par anéantir son âme. Tout en maintenant le sort, Chris se concentra sur son unique désir. Utiliser ses flammes pour réduire ses ennemis en cendres. Le chevalier grenouille commença à s'effriter, se transformant en poussière sous l'assaut des braises infernales qui le consumaient. Soudain, la voix inquiète de Brush éla Chris, le suppliant d'arrêter. Immédiatement. C'est à cet instant précis qu'il ressentit enfin le violent contre-coup d'une compétence aussi dévastatrice, d'une puissance démesurée. Le contre-coup a commencé à le consumer de l'intérieur. Il s'est effondré au sol, le visage tordu par la douleur, tandis que Brush lui rappelait son avertissement, ne jamais vider entièrement ses réserves de mana. Arya, complètement abasourdie, se demandait qui pouvait bien être ce Chris pour maîtriser une technique de flamme aussi dévastatrice. Brush lui a alors ordonné de couper immédiatement son flux de mana, sous peine de s'autodétruire par le feu. C'est seulement à cet instant que le brasier a commencé à refluer de ses paumes. Sans perdre une seconde, Arya s'est précipitée pour soigner Chris. Mais à son grand étonnement, elle a constaté son impuissance, impossible de restaurer son mana. Au même moment, le système annonça que le chevalier batracien avait été terrassé. Une colonne de lumière s'est alors abattue sur Chris, marquant son passage au niveau supérieur suite à l'accomplissement de la quête. Étrangement, il ne ressentait absolument rien. De son côté, Brush laissait échapper un soupir de soulagement, en voyant que Chris était hors de danger. Ce qui la déconcertait le plus, c'est qu'elle l'avait toujours pris pour un simple idiot, certes plus instruit que la moyenne. Mais au fond de lui, il semblait receler quelque chose qui n'appartenait ni à la lumière, ni aux ténèbres. Bien qu'incapable de comprendre les événements, elle choisit de simplement mettre cela de côté. Pendant ce temps, Goldie recevait son dû, hurlant de douleur après avoir été privée de la vue. Pleurant des larmes de sang violacées, elle exigea rageusement de savoir où se cachait ce monstre. Alors qu'elle implorait de l'aide, l'autre jeune femme s'est levée sans un mot et s'est éloignée. Elle a maudit son sort, entre frustration et désespoir, constatant que personne ne viendrait la secourir. Au même instant, le système le félicita pour sa survie et lui présenta le bilan de la mission. En cliquant sur l'interface, il admit qu'il ne s'était jamais attendu à s'en sortir vivant. Mais soudain, le système l'alerta d'une anomalie.
La princesse Grenouille bouillonnait de rage suite à la mort de son chevalier. Soudain, une énergie écrasante se fit sentir et tout le fort groupe fut saisi de stupeur. Le sol se mit à trembler violemment, annonçant l'arrivée de l'anomalie. Des volutes de fumée s'échappèrent du bâtiment en direction d'Arya et Chris. De ce nuage émergea une princesse grenouille de niveau 13, totalement enragée, qui les foudroya du regard. La princesse grenouille était désormais hostile, et l'objectif de la mission de recevoir le baiser de la princesse venait d'échouer. Pendant ce temps, Jean s'interrogeait sur le retard des agents de l'association. Oji, le président du consortium de l'or, se tenait debout, dans l'attente de quelqu'un. Un colosse du nom de Red fit son apparition, et Oji salua sa venue. La princesse grenouille, elle, ne perdit pas un instant et lança une attaque fulgurante sur Chris et Arya. Elle continua de les harceler sans relâche, tandis que le duo esquivait ses assauts. Elle se releva, écumante de rage, pendant que Chris s'assurait qu'Arya, blessée, allait bien. Brush, en proie à la panique, criait qu'ils étaient fichus à cause de cette anomalie. Il serra les dents, pensant que s'il pouvait seulement utiliser les braises du feu infernal. Hélas, il ne sentait plus la moindre parcelle de mana dans ses mains, malgré tous ses efforts. La princesse, grenouille les surplombait, menaçante, tandis que Chris observait la créature avec anxiété. Soudain, une silhouette masculine fendit l'air et attaqua la princesse grenouille. Ses frappes percutèrent solidement le créature alors qu'un nuage de fumée s'élevait. La princesse grenouille n'a pas pu encaisser une attaque aussi dévastatrice, et s'est effondrée au sol. C'était Red, suscitant l'admiration de Chris en démontrant sa force brute démesurée. Il leur demanda alors s'ils faisaient partie du groupe Or, ce qu'ils nièrent. C'est alors qu'ils virent l'assistante de Goldie débouler vers eux, paniquée. Red lui demanda à son tour si elle était du groupe Or, mais elle répondit que la jeune maîtresse était blessée un peu plus loin. Arya intervint, demandant s'il ne valait pas mieux vider le donjon avant de la chercher. Ce à quoi il rétorqua que ce n'était pas son objectif. Il s'élança ensuite à la recherche de Goldie, laissant les deux autres pantois. Même la princesse grenouille semblait déconcertée par l'attitude de cet intrus qui l'avait frappé, pour ensuite l'ignorer. Sa surprise se mua rapidement en fureur, sous le regard médusé d'Arya et de Chris. Furieuse, la princesse grenouille se lança à leur poursuite, bien décidée à passer ses nerfs sur eux. Pendant ce temps, Red avait enfin atteint la position de la jeune femme. Il se présenta comme l'aventurier envoyé pour son sauvetage. Mais, en guise de gratitude, il ne reçut que des reproches acerbes pour sa lenteur. Au même moment, on pouvait voir la grenouille pourchassant toujours notre trio. C'est alors que Red atterrit soudainement entre eux, à la surprise générale. Il balaya le monstre d'un revers sans effort, l'envoyant mordre la poussière. Il félicita ensuite les trois d'avoir tenu si longtemps en tant qu'aventurier de pacotille, ce qui eut le don de les irriter. Mais pour les apaiser, il fit un pas en avant, et s'enquit de la situation pour pouvoir régler le problème. Il lui fit face, certain de pouvoir anéantir une créature bien au-delà de leur niveau. Une aura de puissance commença à émaner de lui alors qu'il se préparait pour l'affrontement. Il s'avança, imperturbable, vers la princesse grenouille pour en finir. Son unique coup de pied traça un arc écarlate dans les airs alors que la créature chargeait. Il se retourna ensuite, tandis que la tête de la grenouille implosait sous la violence de l'impact. En un instant, la princesse grenouille fut vaincue. Le portail se déverrouilla, annonçant l'échec de la mission de défense du royaume. Il se tourna alors vers Chris, le désignant comme l'anomalie finale, et lui demanda si c'était bien lui qui avait abattu la créature précédente. Il ajouta qu'un novice de niveau 5 capable d'une telle prouesse n'était pas ordinaire, mais Chris se remémora avoir dû lutter désespérément et utiliser le pouvoir du système pour à peine venir à bout du chevalier grenouille. Soudain, Red exigea de connaître sa classe. Il se demanda aussi pourquoi sa compétence d'inspection de niveau 2 était incapable de percer son secret. Arya, elle aussi curieuse, pensait que le mystère allait enfin être levé. Mais Chris se souvint de l'avertissement, ne jamais en parler, même sous la torture. Soudain, Arya lui cria de courir, ce à quoi il répondit ou virent alors le portail de sortie se matérialiser juste devant eux. Ils se ruèrent aussitôt vers la porte, avec la ferme intention de filer une fois dehors. Mais avant qu'ils ne puissent franchir le seuil, Red leur barra la route. Il déclara que les règles du métier veulent que l'on partage le butin quand on a contribué au combat. Arya n'eut pas. Elle n'y voyait aucun inconvénient, se disant qu'elle lui demanderait son nom une fois dehors. Pendant ce temps, Red pressait Chris de se dépêcher pour le partage du butin de l'expédition. Chris obtempéra et s'approcha,
songeant que cette montagne de richesses aurait pu être distribuée plus équitablement sans toutes ces pertes humaines. Mais Red, sentant son hésitation, le rassura en lui disant qu'il était normal de prendre sa part. Il ajouta même que grâce à ce butin, il franchirait le cap du niveau 10. Intrigué, Brush demanda ce qu'était ce fameux seuil du niveau 10. Chris expliqua que les donjons de rang E allaient jusqu'au niveau 51, et ceux de rang D du niveau 9 à 5. Les rangs A et B suivaient le même principe, à l'exception du rang C, qui correspondait au niveau 10. Il fut aussi révélé que les donjons de ce haut niveau étaient connus pour leurs bugs fréquents, raison pour laquelle les aventuriers les évitaient. Ces paroles convainquirent Chris de prendre sa part du butin pour devenir plus fort. C'était décidé. Il serra le poing, se disant que l'hésitation ne menait à rien. Il en avait assez de se sentir impuissant. Mais c'est alors que Red s'excusa, tout en reconnaissant son avenir prometteur. Brush fut saisi d'un pressentiment, sentant une aura de mort émaner de Red. Soudain, il agrippa le visage de Chris, le prenant par surprise. Il resserra sa prise avec une force terrifiante, faisant voler en éclats la tête du jeune homme. Il laissa la dépouille de Chris s'effondrer au sol, songeant que c'était un gâchis de l'éliminer. Arya et les deux jeunes filles avaient réussi à franchir le portail avec l'aide de Red. L'association voulut les interroger une seconde, mais le garde du corps de Goldie s'interposa, invoquant son statut. La jeune fille aux cheveux verts allait protester. Quant Arya, folle de rage, lui coupa la parole. Cette dernière était dévastée au moment où l'association se tourna vers elle, pour lui demander de l'aide. Elle se demanda alors pourquoi Red et Chris n'étaient toujours pas sortis du portail. Un rapport radio crépita soudain, annonçant que la noble était en sécurité mais que Red était encore à l'intérieur. Jean soupira de soulagement, considérant l'incident comme clos. Le menton dans la main, il se réjouit d'avoir pu se débarrasser d'une bonne partie des aventuriers qu'il jugeait inutiles. L'infirmière informa le médecin que le décès des autres corps remontait à près d'une thème Yosef. Jean songea à l'enquête du siège, se disant qu'il n'aurait aucun souci grâce à Lucas. Pendant ce temps, à l'intérieur du portail, gisait le corps de Chris, sa tête séparée de ses épaules. Red fixait la personne en face de lui, la main levée. Une fenêtre système apparut devant Brush alors que le cadavre de Chris touchait le sol. Elle l'avertissait de l'échec de la mission, et annonçait que le système serait réinitialisé suite à la disparition de la vie du joueur. Dans le monde des démons, une entité perplexe reprocha à une autre qu'elle aurait dû garder Chris en. L'autre silhouette lui rétorqua d'arrêter de toujours tout compliquer. Leurs chamailleries, chaotiques se poursuivirent, débattant de qui allait bien pouvoir investir le corps de Chris pour un instant. Soudain, sa dépouille inerte se mit à crépiter, enveloppée d'une fumée bleutée. L'entité prit possession du corps de Chris, libérant une puissance qui stupéfia Red. Il se retourna, abasourdi, se demandant comment il pouvait bouger, alors qu'il n'avait plus de tête. Le corps de Chris se mit en mouvement de lui-même, dégageant une puissante aura azurée. L'entité a intensifié le déferlement d'énergie, suffisant pour repousser Red avec une pression écrasante. L'entité a ordonné à Brush d'emmener Chris dans le monde souterrain pendant qu'elle mettait en pause sa mort imminente. Elle a même raillé Brush, se moquant de sa pitié pour le sort de Chris. Sur ce, Brush a obéi sans attendre, emportant son âme vers les enfers. La volute bleutée a alors commencé à se matérialiser au-dessus de son cou, stupéfiant Red. En un instant, l'entité avait régénéré sa tête, fixant son adversaire avec une assurance déconcertante. Dans le royaume des morts, l'âme de Chris fut temporairement scellée pour déjouer la mort définitive. Brush se remémorait la manière dont il manifestait des sursauts de volonté inattendus aux instants cruciaux, entre la vie et le trépas. En l'observant, elle songeait que ces contradictions ne s'arrêtaient pas là. Il n'avait jamais laissé paraître la moindre émotion à la mort de ses amis, mais s'emportait pour de parfaits inconnus. Elle se demandait alors quelle facette de lui était la véritable. Serrant les dents, elle prit conscience que le temps pressait. Elle lança vivement un enchantement, pour préserver son âme, d'une certaine manière. Une fois le sortilège achevé, une fumée s'est mise à s'échapper de ses yeux et de sa bouche alors qu'il reprenait ses esprits. Il demanda aussitôt où il se trouvait, ce à quoi Brush a répondu qu'un événement majeur venait de se produire. Chris savait que Red n'était venu que pour l'abattre, affirmant il rappelait parfaitement de la scène. En le fixant, Brush ressentit de nouveau ce sentiment paradoxal. Après avoir paru abattu un instant plus tôt, son humeur s'était soudainement éclaircie. Chris expliqua ensuite que Red n'était qu'un simple pion, envoyé pour l'éliminer. Il était certain que le commanditaire derrière tout ça devait avoir une excellente raison de déployer de tels moyens juste pour l'anéantir. Il demanda alors ce qu'il devait faire et s'il pouvait encore faire marche arrière.
Mais avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, Brush l'incita à s'occuper d'abord de sa tête. Elle lui expliqua qu'il avait déjoué les règles du système lors de sa mort inattendue la fois précédente. Mais cette fois-ci, le système aurait dû le considérer comme un échec et le laisser mourir pour de bon. Cependant, quelqu'un l'aidait, en suspendant le jugement du système. Il s'agissait de l'entité qui possédait son corps et qui, en ce moment même, savourait son combat contre Red. Comprenant la situation, Chris demanda à Brush quelle était la marche à suivre pour sa seconde. Il chance. Soudain, une myriade de panneaux de quête apparurent, et elle lui révéla qu'il devrait toutes les accomplir. Ces panneaux affichaient une liste infinie d'exercices pour sa routine quotidienne, destinée à renforcer son corps. En les parcourant du regard, Chris comprit qu'il s'agissait de méthodes variées pour affronter différents types d'adversaires. Brush esquissa alors un sourire en annonçant qu'elle allait lui présenter son nouvel entraîneur. Chris demanda si son nouveau mentor serait un spectre des enfers. Mais alors que l'atmosphère se chargeait, il ne put s'empêcher de noter que la scène lui était étrangement familière. Un cliquetis de chaînes retentit alors que ses nouveaux formateurs faisaient leur entrée. Désormais, face à lui, se dressait une paire d'imposantes portes du royaume des morts. Une main émergea de l'entrebâillement de la porte. Il fut saisi de stupeur au moment où Brush lui demanda, se demandant s'il les reconnaissait. Il s'avéra que ces types étaient de vieilles connaissances. Une lueur perçante brillait dans leurs yeux, chargée d'une énergie vive et acérée, alors qu'ils fixaient l'horizon. Chris comprit alors que le coach n'était nul autre que l'impermanence noire et blanche. Et voilà, c'est sur cette révélation que l'histoire se termine. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt.